Le radiateur de mon 2 pièces grinçait la nuit, comme s'il se plaignait de son propre âge. Je ne lui en voulais pas. À 59 ans, mes os émettaient parfois des protestations similaires lorsque je gravissais les 3 étages, l'ascenseur étant, temporairement, hors service depuis 18 mois. Je m'appelle Hélène Dubois, et ceci est l'histoire de la manière dont j'ai reconquis ma dignité au mariage de mon fils. La peinture du plafond s'écaillait dans le coin au-dessus de ma kitchenette, si petite que je pouvais étendre les bras et presque toucher les 2 murs. La plupart des soirs, le dîner se composait de soupe en conserve ou de nouilles instantanées, tout ce que je pouvais acheter avec la menue monnaie que je comptais soigneusement après avoir reçu ma maigre pension de réversion. Je notais chaque dépense dans un petit carnet aux lignes bleues délavées, car sinon, je me retrouvais à découvert avant la fin du mois. Il y avait eu des jours où je me tenais au comptoir de l'épicerie, les pièces étalées devant moi, les joues en feu parce que je n'étais pas sûre d'avoir assez pour le pain et le lait. Je choisissais le pain et rentrais chez moi, la gorge sèche. C'est ce qu'était devenu ma vie après la mort de Richard. Crise cardiaque à 58 ans. Trop jeune, disait tout le monde à l'enterrement. Trop tôt, mais pas assez pour éviter les frais médicaux qui avaient englouti nos modestes économies. J'avais vendu notre maison pour les payer, ne gardant que ce qui pouvait tenir dans cet appartement au radiateur récalcitrant et à la plomberie capricieuse. Dans le coin de mon salon se trouvait la seule chose de Richard dont je ne pouvais me séparer, son vieux fauteuil en bois. Les accoudoirs étaient griffés là où son alliance avait accroché le bois pendant des décennies, et le coussin était aplati depuis longtemps. Mais pour moi, il était sacré. Quand je m'y asseyais, je pouvais encore déceler la plus faible trace de son après-rasage, comme si le tissu se souvenait de lui mieux que les photographies. C'était dans ce fauteuil que je m'asseyais lorsque l'appartement semblait trop vide. C'est là que je lui parlais quand je ne trouvais pas le sommeil. C'est là que je m'empêchais d'oublier qu'il fut un temps où je faisais partie d'une famille, et pas seulement une femme qui tirait le diable par la queue. Parfois, en fermant les yeux dans ce fauteuil, je revoyais Lucas enfant. Je me souvenais d'une nuit d'hiver, il avait 8 ans et brûlait de fièvre. Son petit corps tremblait tandis qu'il m'appelait dans le noir. « Maman !» Sa voix était fine comme du papier, effrayée. J'avais pressé un linge frais contre son front, heure après heure, en murmurant encore et encore. « Maman est là. Je ne te laisserai pas. » Sa petite main s'était agrippée à la mienne de toutes ses forces. « Promise ?»« Je te le promets ?» avais-je chuchoté en retour, et je le pensais de chaque fibre de mon être. Ce souvenir est resté vif à cause de ce qui s'est passé à son mariage, parce que le même garçon qui m'avait un jour supplié de ne pas le quitter m'a laissé partir en silence pendant que sa fiancée me disait de m'asseoir près de la porte de la cuisine. Le contraste est un couteau que je sens encore se tordre dans ma chair. L'épicerie du coin de la rue était mon arrêt habituel pour les produits de première nécessité. Monsieur Martin, derrière le comptoir, me connaissait par mon nom et glissait parfois une pomme ou une orange supplémentaire dans mon sac. Pour le calcium, disait-il avec un clin d'œil, même si je soupçonne qu'il savait que ces petites bontés m'aidaient à boucler mon budget. Ce mardi-là n'était pas différent des autres. Je comptais 5 billets de 5 € froissés pour du pain, des œufs et une petite brique de lait quand j'ai remarqué l'affiche au-dessus de la caisse. Jackpot Euromillion, 72 millions d'euros. Pourquoi ne pas gaspiller 5 € comme Chloé en gaspille des milliers? Pensais-je amèrement. Le matin même, j'avais pris le petit déjeuner avec Lucas et Chloé dans un café où j'avais commandé la chose la moins chère du menu, une tartine et un café, tandis que Chloé avait mentionné nonchalamment son nouveau sac à main de créateur. Elle l'avait sorti pour le montrer à Lucas, qui avait sifflé d'admiration devant ce qui, j'allais l'apprendre plus tard, était un achat de 3800 €. Pendant ce temps, je me demandais si je pouvais me permettre à la fois le café et la tartine. Ajoutez un ticket d'Euromillion, dis-je à Monsieur Martin, me surprenant moi-même. Il haussa les sourcils mais imprima le ticket sans commentaire. Je le fourrai dans mon portefeuille à côté de mon argent liquide qui diminuait et l'oubliai rapidement pendant 2 jours. Le mercredi passa dans un tourbillon de préparatifs de mariage. Lucas et Chloé m'avaient demandé d'écrire les adresses sur certaines enveloppes de faire-part, car Chloé disait que mon écriture, à l'ancienne, ajouterait une touche agréable. Je passai 6 heures à écrire des noms et des adresses jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, puis je les livrai à l'appartement de Chloé où elle leva à peine les yeux de son téléphone pour me remercier. Le jeudi soir, je sirotais une tasse de thé tiède en feuilletant un vieux magazine lorsque les nouvelles à la télévision attirèrent mon attention. Le tirage du loto. Je me souvins du ticket et le sortis de mon portefeuille, plus par curiosité que par attente. La voix du présentateur bourdonnait tandis que les numéros apparaissaient. 7. Je l'avais. 14. Je l'avais aussi. 21. Mon souffle se coupa. 35. Ma main SEMIT à trembler. 47. Impossible. Étoile numéro 9. Ma tasse de thé cliqueta contre la soucoupe. Chaque numéro correspondait. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli renverser mon thé. Je vérifiai encore, puis encore, et encore une fois. Il n'y avait aucune erreur. À cet instant, la femme qui comptait ses pièces pour du lait était devenue multimillionnaire. Mais la première chose que je ressentis ne fut pas de la joie.
Ce fut de la peur. La peur que Lucas et Chloé le découvrent. La peur qu'ils ne me voient plus comme une mère, mais comme un compte en banque. La peur de perdre les derniers lambeaux de dignité auxquels je m'accrochais. Je suis restée assise dans le fauteuil de Richard jusqu'à l'aube, le ticket serré dans ma main, essayant de décider quoi faire. Richard saurait. Il connaissait toujours le bon chemin. Je fermais les yeux et essayais d'imaginer ce qu'il dirait. Un document, c'est une armure, Hélène. Je pouvais presque l'entendre le dire. C'était l'une de ses phrases favorites de ses années à la banque. Assure-toi qu'il te protège. Au matin, je savais ce que je devais faire. Je réclamerais l'argent, mais je le ferais discrètement. Je ne le dirais ni à Lucas ni à Chloé. Pas encore. D'abord, j'avais besoin de protection. Le cabinet d'avocats de Maître Renaud et associés se trouvait dans un immeuble modeste du centre-ville. Je l'avais choisi précisément parce qu'il n'était pas tapax sans grave-l'œil. Alexandre Renaud avait des yeux fatigués et une voix calme. Il étala les papiers sur son bureau et me regarda par-dessus ses lunettes. « Madame Dubois, dit-il, un document, c'est une armure. Lecho de mos de Richard me fit redresser lados. Si vous voulez vous protéger, faites-le avec des documents. Ne dites rien à personne avant d'être prête. Décidez soigneusement qui mérite de savoir et qui mérite d'en bénéficier. Une somme d'argent aussi importante peut briser des familles. » Jack Riasky. Je savais déjà qu'il avait raison. Ma vie avait été une série de sacrifices dont personne ne se souvenait. Vendre la montre de Richard, un cadeau de son père, pour que Lucas puisse commencer ses études supérieures, sauter des repas pour qu'il y ait assez d'argent pour payer les livres de Lucas. Des années à me dire que l'amour et la loyauté seraient récompensés avec le temps. Mais à ce mariage, j'allais apprendre que non. Pourtant, dans ce bureau avec Maître Renaud, je fis un choix. Je pensais que peut-être, juste peut-être, si je donnais à Lucas et Chloé le cadeau d'un appartement de luxe dans une boîte, ils me verraient à nouveau. Non pas comme une vieille femme à cacher près de la porte de la cuisine, mais comme la mère qui avait tout donné. Je quittai son bureau avec des dossiers de documents signés rangés dans mon sac, l'encre encore fraîche. Je me dis que c'était ma chance de réparer les fissures, de guérir la distance entre nous. J'imaginais les yeux de Lucas lorsqu'il ouvrirait la boîte blanche, le souffle coupé de Chloé en voyant l'acte de propriété. Je croyais que la gratitude pouvait grandir là où l'égoïsme avait vécu. C'était l'espoir que je portais en moi le jour de leur mariage, l'espoir que je portais dans cette boîte nouée d'un ruban argenté, pressé contre ma poitrine. Je me souviens du jour où je suis entrée pour la première fois dans l'appartement de grand standing. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un hall privé, et l'agent immobilier me guida à travers des portes vitrées qui révélaient une vue sur la ville s'étendant à l'infini vers l'horizon. Je sortis sur le balcon et le vent me frappa avec l'odeur de la pluie fraîche sur l'asphalte. Mes cheveux volèrent sur mon visage et je m'agrippai à la balustrade, presque prise de vertige à l'idée que cet endroit pourrait être le mien. Le sol sous mes pieds était en pierre lisse, du genre que je n'avais vu que dans les magazines. Les lumières de la ville scintillaient en dessous, comme si elles attendaient de m'emporter loin de tout ce que j'avais enduré. Je fermai les yeux et imaginai Lucas se tenant là, les clés à la main, riant comme il le faisait enfant lorsqu'il ouvrait ses cadeaux le matin de Noël. Je vis la bouche de Chloé s'ouvrir d'étonnement, peut-être même la gratitude adoucissant son sourire soigneusement peint. Pendant un instant fragile, je me suis convaincu qu'un acte de propriété d'une valeur de plus de 3 millions d'euros pourrait me racheter le respect que j'avais perdu. Je voulais leur offrir un avenir si beau qu'il leur rappellerait la mère qui s'était battue pour le leur. Plus tard dans la soirée, je m'assis à ma table de cuisine avec les documents étalés devant moi. Je signai mon nom d'une main tremblante, puis glissai l'acte de propriété dans une enveloppe. À la banque, j'ai demandé au directeur d'émettre un chèque de banque de 4 millions d'euros. Il me regarda comme s'il n'était pas sûr que je comprenne le chiffre. « En êtes-vous certaine, Madame Dubois ?» demanda-t-il. Je lui dis que j'en étais absolument certaine. Lorsque le chèque fut prêt, je le plaçai soigneusement dans une pochette en velours. L'acte de propriété et le chèque allèrent tous deux dans une boîte cadeau blanche nouée d'un ruban argenté que j'avais acheté au magasin de loisirs créatifs. Je refermai le couvercle presque avec révérence, comme si je scellais non seulement de l'argent, mais une prière. Cette boîte est restée sur mon comptoir pendant 2 semaines. Chaque matin, en faisant bouillir de l'eau pour le thé, mes yeux se posaient sur elle. Elle me rappelait l'espoir que je portais encore. Qu'un jour prochain, la gratitude me reviendrait sous la forme de la voix de mon fils. Pendant ces mêmes semaines, je me privais de petites manières cachées pour que le mariage puisse briller. J'ai fait des chèques pour les fleurs, pour le traiteur, pour le photographe. J'ai renoncé à la viande et aux fruits, me disant que la soupe suffisait. J'ai sauté le ticket de bus et traversé la ville à pied pour économiser quelques euros. Chaque paiement était un sacrifice que je justifiais par l'image du visage de Lucas s'illuminant lorsqu'il découvrirait mon cadeau. Pendant ce temps, Chloé était occupée à exhiber ses nouveaux sacs à main au brunch. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. Elle posait avec des lunettes de soleil miroir, sa main reposant nonchalamment sur un sac qui coûtait plus de 3 mois de mon loyer. Sa légende disait
Le travail acharné paie, bien que je ne l'ai jamais vu travailler un seul jour aussi dur que moi. Au même moment où elle étalait son luxe, j'étais chez moi à compter mes pièces pour savoir si je pouvais me permettre des œufs. Pourtant, j'ai continué. J'ai commandé une robe modeste pour moi, rien à voir avec les robes que Chloé portait, mais une dans laquelle je pouvais au moins me sentir présentable. J'ai répété le moment où ils ouvriraient ma boîte devant tout le monde. J'ai imaginé le silence tombant tandis que l'acte se déplierait, le murmure d'admiration s'élevant dans la foule, Lucas m'embrassant devant la famille. C'était un rêve cousu de chaque centime que j'ai dépensé, de chaque repas que j'ai sauté, de chaque économie que j'ai faite pour que leur mariage brille plus que ma propre vie ne l'avait jamais fait. Et même si le doute murmurait dans les heures calmes de la nuit, je tenais bon. Je m'asseyais dans le vieux fauteuil de Richard, regardant ce ruban argenté scintiller dans la pénombre, et je me disais que c'était le pont qui me ramènerait à mon fils. C'était le cadeau qui lui ferait voir en moi non pas une vieille femme vivant d'une petite pension, mais la mère qui avait toujours été là. Je me suis convaincue que ce seul acte, ce seul geste extravagant, guérirait tout. Je me suis réveillée avant l'aube le jour du mariage, la ville encore silencieuse, l'air par ma fenêtre d'un bleu pâle de nouveaux commencements. J'ai repassé ma robe bleu marine avec des gestes soignés, pressé les coutures comme Richard me l'avait appris quand nous étions jeunes et économisions chaque euro. J'ai attaché mes cheveux en arrière, simples et nets. Mes mains ont tremblé une fois, puis se sont stabilisées. J'ai enfilé mes talons bas et posé la boîte cadeau blanche sur mes genoux. Le ruban argenté brillait. L'église était remplie bien avant la procession. Les vitraux projetaient des carrés de couleurs sur l'allée. L'organfla. L'air sentait légèrement le lys et le bois ciré. Amis et collègues, cousins et voisins, des visages qui avaient vu Lucas passer d'un garçon aux genoux écorchés à un homme en smoking. Je me suis assise vers le milieu et j'ai lissé ma jupe sur mes genoux quand les portes se sont ouvertes et qu'il est entré avec le prêtre, les épaules droites et les yeux brillants. Ma vision s'est brouillée. Il ressemblait à Richard sur la photo que je garde sur la commode. La même expression pleine d'espoir, la même façon de baisser les yeux comme pour retenir une émotion avant qu'elle ne déborde. J'ai pensé à la nuit où Richard est mort. La chambre d'hôpital stérile. La façon dont j'ai tenu sa main pendant que les moniteurs cliquetaient. Je me suis souvenu d'avoir signé des papiers seul, d'organiser des funérailles, de me promettre que Lucas aurait toujours la vie dont nous avions rêvé pour lui. Chaque sacrifice s'enfilait dans cette allée comme un ruban invisible. La montre que j'ai vendue pour qu'il puisse commencer ses études supérieures. Le deuxième emploi que j'ai pris. Les jours fériés que j'ai travaillés pendant que d'autres familles se réunissaient. Lorsque Chloé est entrée au bras de son père, l'assemblée a murmuré d'admiration. Sa robe était évasée. Son maquillage était parfait. Son sourire appartenait à une affiche publicitaire. Le visage de Lucas s'est ouvert d'émerveillement et de quelque chose comme un triomphe. J'ai applaudi quand tout le monde a applaudi. J'ai répété les prières. Les vœux étaient simples, et le baiser a suscité des acclamations. Même alors, je croyais qu'il pourrait y avoir une place pour moi. Je croyais que la gentillesse pouvait encore coexister avec leurs ambitions. La salle de réception n'était que cristal et or. Un trio jouait du jazz dans le coin et les serveurs se déplaçaient comme une chorégraphie, les plateaux en équilibre sur leurs paumes. J'ai trouvé la table 12, vers l'arrière. Près d'une sortie, dans une rangée de palmiers en pot. Autour de moi était assise tante Lorraine avec sa canne et son humour malicieux, M et madame Whittaker de notre ancien quartier, deux cousins âgés que je n'avais pas vus depuis des années. Diane Fournier, la marraine de Lucas et ma plus vieille amie, était assise à côté de moi, élégante dans son tailleur gris, ses cheveux argentés torsadés en un chignon. Elle a serré ma main quand je me suis assise. Nous avons échangé de petites histoires, et la conversation était douce. Je pouvais voir la table d'honneur de l'autre côté de la piste de danse. Lucas se penchait près de son témoin, riant. Chloé scintillait sous les lumières, recevant l'attention comme si elle l'avait toujours possédée. J'ai placé la boîte blanche à côté de mon assiette, où je pouvais garder une main dessus sans y penser. Le dîner est arrivé, magnifiquement présenté. J'ai mangé lentement, goûtant plus la nervosité que la nourriture. Après les toasts, après la première danse, après un tourbillon de parents posant pour les photos, Chloé a commencé à se déplacer de table en table, acceptant les compliments. Elle a atteint la nôtre enfin. De près, sa beauté était presque féroce. Elle a touché légèrement mon épaule, souriant d'un sourire parfait. « Hélène, dit-elle, sa voix mielleuse. Pour la prochaine série de photos, pourriez-vous vous asseoir près de la porte de la cuisine? L'éclairage y est bien meilleur. » Son ton était doux. Ses yeux ne l'étaient pas. J'ai fixé sa main sur mon épaule, petite et manucurée, et j'ai senti un froid familier me remonter le long de la colonne vertébrale. Pendant un battement de cœur, la salle a continué de bouger. Le trio a continué de jouer. Les verres ont continué de tinter. Puis le son s'est amenuisé. Une fourchette s'est arrêtée. Un murmure a glissé sur le lin. Diane s'est immobilisée, l'indignation brillant sur son visage. Elle a pris une inspiration pour protester. J'ai croisé son regard et secoué la tête une fois. Pas ici, pas aujourd'hui.
Je me suis tournée vers Chloé et j'ai souri de la manière dont on le fait quand on a fini d'expliquer qui l'on est. L'éclairage près de la porte de la cuisine, ai-je répété lentement. Oui, dit-elle, son sourire inchangé. Le photographe pense que ce serait mieux pour la composition. Certains des invités plus âgés seront assis là. Je me suis levée de ma chaise. Mes paumes ont senti le poids frais de la boîte alors que je la soulevais de la table. Je l'ai blottie contre mes côtes, comme j'avais autrefois blotti Lucas quand il était nouveau-né. J'ai passé les centres de table de rose blanche, la piste de danse polie, la table d'honneur où mon fils ajustait son bouton de manchette et riait à une histoire. Il n'a pas levé les yeux. Il ne m'a pas vu. Un serveur près de l'entrée a tendu la main vers la porte. J'ai hoché la tête en signe de remerciement et suis sorti dans le couloir, le tapis étouffant les derniers sons de l'orchestre. Je pouvais sentir l'odeur du café et quelque chose de sucré venant de la cuisine. La vie continuait avec son efficacité calme. Dehors, l'air du soir était frais. Je suis resté sur le trottoir jusqu'à ce qu'un taxi s'arrête. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur, puis la boîte sur mes genoux. « Ça va, madame ?» a-t-il demandé. « Je vais mieux que je n'ai été depuis des années, » ai-je dit, alors que la voiture s'insérait dans la circulation, les lumières du lieu de réception s'éloignant. J'ai appuyé brièvement ma joue contre la boîte et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas de la colère, pas de l'amertume. De la résolution. Au moment où nous sommes arrivés à mon immeuble, j'ai compris ce qui avait changé. J'étais sorti d'un rôle que j'avais porté pendant des décennies. J'avais quitté la table où l'on s'attendait à ce que je m'assoie et que je sois reconnaissante pour les miettes. C'était mon entr'acte. Le moment où la mère accommodante prenait fin et où la femme avec. Des limites commençaient. Le téléphone a sonné à 2 heures du matin. L'heure qui arrache le sommeil aux yeux. Je me suis réveillée dans le vieux fauteuil de Richard avec une couverture sur les épaules et la boîte cadeau blanche sur la table basse. Son ruban argenté captait la lumière de la rue. Le nom de Lucas remplissait l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois, j'ai senti ce vieux réflexe de sauvetage, puis j'ai répondu. « Maman !» Sa voix était prudente, comme s'il contournait une flaque. « Chloé dit que tu étais contrariée. Tu vas bien ?» J'ai regardé la boîte. Je pouvais presque voir le contour de l'acte de propriété dans la pochette en velours à l'intérieur. Dans le verre noir du téléphone, mon visage m'est revenu en reflet, ridé et stable. « Je suis exactement là où je dois être, » ai-je dit. Il y a eu une inspiration, un petit clic, le son d'une télévision lointaine. « Maman, que s'est-il passé? Quelqu'un a dit quelque chose ?» J'ai jeté un coup d'œil au fauteuil vide en face de moi. J'ai imaginé la porte de la cuisine, l'éclat des lustres sur les parquets polis. La main de Chloé sur mon épaule comme si elle déplaçait un vase. Toute une vie d'explications m'est montée à la gorge. Jelai Ravelli. « Bonne nuit, Lucas » ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. L'appartement écoutait. Un tuyau a fait un tic-tac. J'ai serré la couverture contre moi et j'ai laissé le silence me recouvrir comme de l'eau chaude. Le téléphone s'est rallumé. Lucas, puis inconnu, puis Chloé. J'ai désactivé la sonnerie et j'ai posé le téléphone face contre table. La lueur s'est estompée. Le ruban a gardé son éclat. J'ai rempli la bouilloire et j'ai attendu le sifflement fin. Tas, sachet de the bouilloire, verser. La vapeur s'est élevée comme une bénédiction. Le téléphone a vibré contre le bois encore et encore. Je n'ai pas décroché. Quand Lucas était petit, il m'appelait dans le noir, et je répondais avant le deuxième cri. Maintenant, les rôles étaient inversés. Le téléphone appelait et je le laissais sonner. Non pas pour punir, mais pour tracer une ligne. Les limites ne sont pas des couteaux. Ce sont des portes avec des serrures. Ce soir, j'ai tourné le verrou. À 3 heures, les appels ont cessé. Quelques minutes plus tard, ils ont repris. Un texto a clignoté, puis un autre. « Es-tu en sécurité ? S'il te plaît, réponds. Chloé est inquiète. » J'ai posé le téléphone et j'ai respiré. Être en sécurité n'est pas la même chose qu'être à l'aise. J'étais vraiment en sécurité. L'été est Friday. J'ai lissé le ruban avec mon doigt. Je l'avais noué doucement, imaginant qu'il glisserait librement sous les mains de mon fils. J'avais imaginé ses yeux quand il verrait l'acte de propriété. Le visage de Chloé s'ouvrant à la gratitude. Dans cette image, je m'étais effacée. Ce soir, je me suis réinscrite. Un cadeau peut bénir, mais pas au prix du donneur. À 4 heures, je me suis allongée sur le canapé et j'ai regardé les ombres de la fenêtre grimper au plafond. Je n'ai pas dormi. Je n'en avais pas besoin. Le silence veillait. J'ai envisagé de rédiger un message qui expliquerait. J'ai envisagé de lui faciliter la compréhension. Puis je me suis souvenu de la salle de bal où mon silence m'avait été imposé. Ce calme était choisi. Le choix altère le goût. L'aube a éclairci l'obscurité. J'ai préparé une autre tasse et j'ai ouvert le petit carnet où je suivais mon budget. J'ai écrit une nouvelle ligne entre le loyer et les courses, respect dû à la réception. Le téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai laissé vibrer. À 6 heures, Diane a appelé.
Son nom sur l'écran a apaisé quelque chose dans ma poitrine. J'ai répondu. Tu vas bien, Hélène, a-t-elle dit. Plus que bien, lui ai-je dit. J'apprends. Elle a laissé échapper un souffle qui ressemblait à de la fierté. Alors laisse-les attendre, a-t-elle dit. Lavier amity parle and silence. J'ai pris une douche et je me suis habillée d'un pull simple et de chaussures solides. J'ai posé la boîte blanche sur l'étagère et j'ai glissé la clé de rechange de l'appartement dans la doublure de mon sac, juste pour sentir sa forme et me souvenir que ma vie contenait désormais plus d'une pièce. J'ai branché le téléphone, je l'ai allumé et je me suis éloignée. À midi, les messages s'empilaient. Certains étaient doux, avec des excuses. D'autres étaient enjoués, comme si de rien n'était. Quelques-uns avaient des aspérités. J'ai fermé l'écran et je me suis tenue à l'évier sous l'eau froide. J'ai regardé le fauteuil de Richard. Les endroits usés où nos mains avaient poli le bois. Le pouvoir n'est pas le volume. C'est la posture. Ce soir, j'ai changé la mienne. C'était la nuit où mon silence a appris à parler pour moi. Le téléphone est devenu un métronome, et mon cœur battait à un rythme plus régulier. J'ai enfin compris que je ne devais pas de réponse immédiate à des gens qui me traitaient comme une pause dans leur plan. Je me devais de la gentillesse et de la constance. J'ai désactivé la sonnerie et j'ai laissé la pièce se calmer comme un lac sans vent. Le ruban sur la boîte a capté la lumière de midi et a tracé une ligne brillante sur le couvercle. Diane a frappé juste après 9 heures avec un sac en papier niché sous son coude et l'odeur de brioche chaude se répandant dans mon couloir. J'ai ouvert la porte. La chaleur du pain a roulé sur mon visage. Ses yeux se sont posés sur la boîte cadeau blanche sur la table basse. Le ruban argenté, brillant comme une lame. Elle n'a encore rien dit. Diane laisse toujours la personne avec le bleu à lame parler en premier. Entrée. J'ai apporté une bonne brioche. Extra beurre, moins de sucre. Elle a posé le sac sur le comptoir et a inspecté la pièce comme le font les infirmières, remarquant tout sans faire d'histoire. Tu as l'air solide. J'essaie de l'être. Nous nous sommes assises à la petite table. J'ai sorti des assiettes et un pot de miel. La chaise en face de moi a gémi, puis s'est stabilisée. Elle a rompu la brioche avec ses mains. De la vapeur s'est élevée. Nous avons mangé sans parler. Elle a hoché la tête en direction du fauteuil de Richard. Tu as dormi là? Oui. Et le téléphone, il a sonné jusqu'à ce qu'il apprenne que je ne viendrai pas. Bon sang. Diane a siroté son café. Raconte-moi. Je lui ai parlé de la salle de bal, de la lumière, de la demande de m'asseoir près de la porte de la cuisine comme un vase mal placé. Je lui ai dit que je m'étais levée, que j'avais pris la boîte et que j'étais partie. Diane a écouté comme un pont supporte un poids. Quand j'ai eu fini, elle a tracé une fissure dans le vernis. Hélène, tu paies le péage depuis des années. Tu as mis en gage la montre de Richard pour couvrir le premier semestre de Lucas. Je suis allée avec toi. J'ai tenu ta main pendant que le commis examinait la gravure avec une loupe, comme si l'amour était une imperfection. Tu as travaillé les jours fériés. Tu as fait le taxi. Tu as fait des chèques que tu ne pouvais pas te permettre et tu as souri pour qu'il ne voie pas le coup. J'ai fixé la boîte blanche. Je me suis dit que le cadeau guérirait tout ça. Elle a croisé mon regard. Hélène, tu as assez donné. Laisse-les payer leur propre prix. Elle l'a dit doucement, non pas comme une punition, mais comme une libération. Les mots ont desserré une tension derrière mes côtes. J'ai plié une serviette. Si je garde l'acte de propriété, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de dur? Ça fait de toi quelqu'un d'honnête. La gentillesse sans limite n'est pas de l'amour. C'est une gomme. Elle s'est penchée en arrière. Tu as appris à Lucas à lire en traçant des mots sur sa paume. Trace un nouveau mot maintenant. Non. J'ai ri une fois, surprise. Tu fais comme si c'était facile. Ce n'est pas facile. C'est adulte. Elle a déchiré un autre morceau de brioche et a fait glisser l'assiette vers moi. Mange. La force est de la colonne vertébrale à tenir. Nous avons mangé un moment. Diane est passée, et ux aspects pratiques. La fiducie est établie. Renaud a tout déposé. Le titre est clair. L'acte de propriété reste dans la fiducie jusqu'à ce que je décide autrement. De bons papiers avant les promesses. Elle a hoché la tête vers le téléphone. Tu vas le rappeler? Pas aujourd'hui. S'il s'excuse, j'écouterai des excuses qui me sont destinées, pas à l'argent. Diane a Surrey. Elle a fouillé dans son sac et a sorti une photo froissée de son portefeuille. Lucas, à 8 ans, avec une dent en moins, son bras passé autour de ma taille sous une bannière de bibliothèque. J'ai gardé ça à cause de ton visage, a-t-elle dit. Fatigué et féroce à la fois. Le même regard que tu as aujourd'hui. J'ai touché le bord brillant. Cet hiver-là, il m'avait supplié de ne pas le quitter quand il avait la fièvre, et je suis restée. Et tu es restée, a-t-elle dit. Elle a coincé la photo sous la salière pour qu'elle ne s'enroule pas. Maintenant, c'est à son tour de se tenir là où tu peux le voir. S'il fait le pas, tu le sauras. S'il ne le fait pas, c'est aussi une réponse. La bouilloire s'est éteinte.
J'ai versé plus de café. Diane a rassemblé ses affaires mais ne s'est pas levée. Je suis fière de toi. J'ai l'impression de casser quelque chose. Tu casses un schéma. Les schémas se fissurent avant de guérir. Nous avons marché jusqu'à la porte. Elle a pressé le sac avec le reste de la brioche dans mes mains. Pour plus tard. Sur le seuil, elle a fait une pause, comme elle le fait quand elle veut qu'une phrase porte. Tu te souviens du magasin avec la montre? Tu as pleuré à l'arrêt de bus et tu ne voulais pas que Lucas le sache. Tu as dit que l'amour était censé être silencieux. Elle a croisé mon regard. Écoute-moi. Silencieux peut aussi signifier fort. J'ai hoché la tête. Le couloir retenait son souffle comme s'il comprenait le changement qui arrivait aujourd'hui. Diane aimait Sarah Labras. Mange. Repose-toi. Si le téléphone sonne, laisse-le. Ton silence parle. Après son départ, je suis restée un moment la porte ouverte, puis je l'ai refermée doucement et j'ai fait glisser la chaîne. L'appartement semblait moins petit, d'une certaine manière. J'ai posé la brioche sur le comptoir, placé la photo à côté de la boîte, et je me suis assise dans le fauteuil de Richard. Le ruban a capté une ligne de lumière. Ma résolution s'est épaissie comme du miel qui refroidit. Je ne devais pas d'explication aujourd'hui. Je me devais un petit déjeuner et le courage de garder la serrure tournée jusqu'à ce que le respect frappe à la porte. C'est Alexandre Renaud qui l'a dit clairement. Si je voulais de la clarté au lieu de rumeurs, je devais engager un détective privé. Les faits sont une sorte de lumière, m'a-t-il dit. Les papiers et les preuves empêchent la panique de diriger la pièce. J'étais assise en face de lui avec le dossier de la fiducie entre nous et je sentais la fatigue de devoir deviner. Il a fait glisser une carte sur le bureau. Rebecca Morin, agréée et discrète. J'ai mis la carte dans mon portefeuille et je suis rentrée à pied à travers une ville qui semblait soudain pleine de portes. Rebecca Morin a choisi un café à 2 rues du Palais de Justice. Elle était petite, les yeux vifs et sans fioriture, le genre de personne que l'on oublie avoir vu, ce que je supposais être son don professionnel. Elle portait un blazer anthracite sur une chemise blanche unie, aucun bijou à l'exception d'une simple alliance. Je suis arrivée 5 minutes en avance et je l'ai trouvée déjà assise dans une banquette d'angle, un dossier en manille et un café intact devant elle. Elle s'est levée en me voyant, sa poignée de main ferme et brève. « Madame Dubois » dit-elle en me faisant signe de m'asseoir. « Merci pour votre ponctualité. » Je me suis installée en face d'elle, posant soigneusement mon sac sur le siège à côté de moi. « Vous m'êtes recommandé par Maître Renaud. » Elle a hoché la tête une fois. « Alexandre et moi travaillons ensemble depuis 12 ans. Il dit que vous avez besoin d'informations avant de prendre des décisions. »« Oui, » dis-je, en roulant mes mains autour de la tasse en céramique que la serveuse a placée devant moi. « À propos de mon fils et de sa nouvelle femme. » Rebecca a ouvert un petit carnet et a débouchonné un stylo. « Racontez-moi la situation. » J'ai expliqué le gain à la loterie, l'appartement de luxe, le mariage et la porte de la cuisine. J'ai décrit les appels de minuit et la voix douce et tranchante de Chloé. Rebecca a pris des notes comme une sténographe judiciaire. Pas de drame, juste des dates et des noms. Son visage ne révélait rien pendant que je parlais. « Que voulez-vous savoir » a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. « Assez pour prendre une décision nette » ai-je dit. Leurs dettes, leurs projets, la vérité. Si je devrais un jour leur remettre la boîte que j'ai ramenée à la maison. Elle a hoché la tête, a fermé son carnet et a dit qu'elle me contacterait dans la semaine. Je serai minutieuse, mais discrète. Ils ne sauront pas que je cherche. Je l'ai cru. Il y avait quelque chose de rassurant dans son efficacité, une femme qui savait exactement ce que son travail exigeait. Une semaine plus tard, elle a appelé. Le rapport était prêt. Son bureau était sobre. Un ventilateur en métal bourdonnait, des boîtes d'archives le long d'un mur, un bureau avec rien d'autre qu'un ordinateur portable et une photo encadrée tournée à l'opposé des visiteurs. Elle a posé un classeur sur la table et l'a ouvert sur un index soigné. Les poings saillants d'abord, a-t-elle dit, et j'ai crispé mes mains sur la chaise comme si une vague arrivait. Solde de carte de crédit proche de la limite sur 3 comptes. Frais de retard, taux d'intérêt qui m'ont noué l'estomac. Prêts étudiants, le capital de Lucas bougeant à peine. Des paiements basés sur le revenu évitant le défaut de paiement tout en enchaînant l'avenir. Prêt automobile, Chloé a changé pour un SUV de luxe il y a 6 mois. Des mensualités assez élevées pour couvrir une année de course. Compte acheté maintenant, payé plus tard. Vêtements, articles de maison, électronique. 6 lignes de crédit ouvertes, toutes actives. Un voyage de noces réservé à crédit. Une carte de magasin liée à des sacs à main avec des minimums qui ne touchaient jamais le principal. Elle a fait glisser des photos sur la table. Chloé dans une boutique tenant un sac comme un trophée. Hoardage visible. Le prix du sac indiqué sur le site public du magasin. Lucas devant le bureau d'un conseiller financier. La vitrine promettait une stratégie de retraite. Ils ont posé des questions sur les délais d'héritage, a dit Rebecca. La réceptionniste n'a pas divulgué de détails.
Elle a seulement confirmé le sujet lorsque je me suis fait passer pour une cliente potentielle. J'ai senti une chaleur monter puis s'évanouir. Il y a plus, a-t-elle dit. Ils se sont également renseignés sur l'établissement d'une procuration pour un parent âgé. Le conseiller les a référés à un avocat. Mes doigts sont devenus froids contre le grain de bois de la table. Ils ont aussi engagé quelqu'un. Elle a poussé une deuxième carte de visite vers moi. Jacques Moreau, petit cabinet agréé. Il a posé des questions dans votre immeuble. Il vous a suivi jusqu'au bureau de Renault et à une agence immobilière où vous avez signé des documents. Il n'a pas pu accéder au dossier scellé, mais il vous a photographié en sortant avec une enveloppe de l'agence. Elle a tourné une photo vers moi. Mon visage, fatigué et déterminé, tenait l'enveloppe comme une bouée de sauvetage. Il a également surveillé votre banque de matin. Aucune infraction, seulement de l'observation. Il cherche une histoire qu'il peut leur vendre. Rebecca a tapé sur une page avec des publications surlignées. Réseaux sociaux publics. Chloé écrivant sur le fait de passer au niveau supérieur et le soutien familial. Lucas répondant avec un emoji de clé et un bras musclé. Rien d'illégal, a-t-elle dit. Tout est révélateur. Je suis revenu au toto des dettes. Les chiffres défilaient comme des soldats qui ne dorment jamais. Rebecca a laissé le bourdonnement du ventilateur remplir l'espace. Vous n'êtes pas leur plan, a-t-elle dit doucement. Vous êtes leur plan de sauvetage? La phrase a atterri avec le poids constant d'un verdict. J'ai pensé au fauteuil de Richard, à la fièvre hivernale, à la petite main de Lucas s'agrippant à la mienne. J'ai pensé à la boîte blanche sur mon étagère avec son ruban argenté. La patience nouée en un ruban. J'avais voulu que la gratitude fleurisse quand il verrait ce que j'avais préparé. Maintenant, je voyais un jardin différent, un où les besoins avalaient tout ce qui les touchait, où les cadeaux n'étaient pas des ponts mais des appâts. Rebecca a fermé le classeur. Vous m'avez engagé pour la vérité, a-t-elle dit. Je suis désolée que ça fasse mal. J'ai hoché la tête. Combien vous dois-je? Elle a nommé un chiffre que je pouvais facilement me permettre maintenant, et pendant un battement de cœur, j'ai eu honte de la facilité avec laquelle c'était, et j'ai payé. Elle m'a donné un reçu. Nous nous sommes serrés la main. Dehors, l'après-midi était lumineux et ordinaire. Je portais le classeur dans un sac en toile unie et je me suis fondu dans le trottoir. À mon immeuble, j'ai monté les escaliers lentement et je suis entré. L'appartement sentait légèrement le nettoyant au citron et les vieux livres. J'ai posé le classeur à côté de la boîte blanche et je suis resté entre les deux pendant un long moment. Le téléphone s'est allumé avec un nouveau message. Lucas, une ligne joyeuse à propos d'une photo de brunch qu'il avait postée. Un lien, un cœur. Pas un mot sur le mariage, pas un mot sur moi. J'ai éteint le téléphone et je l'ai posé face contre table. J'ai passé ma main sur le couvercle de la boîte. Je te vois, me suis-je dit. Je vois ce qu'il voit. C'était la première fois que la phrase ne ressemblait pas à une trahison. Elle ressemblait à un réveil. Le papier m'avait donné du pouvoir. La preuve m'avait donné la permission. J'ai versé du thé et je me suis assise dans le fauteuil de Richard. Le ruban a brillé dans une barre de lumière tardive. Une limite brillante et fine qui, enfin, tenait. L'appel est arrivé en milieu de matinée, alors qu'un carré de soleil réchauffait le tapis et que la boîte blanche reposait sur l'étagère comme une petite lune. Le nom de Chloé a rempli l'écran. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la dernière seconde possible, puis j'ai répondu. Sa voix est arrivée, sucrée et vive, le genre de douceur qui enrobe une lame. Helene Sallet. J'étais inquiète. Hier, c'était tellement mouvementé. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Le photographe nous pressait et la lumière près de l'entrée était terrible. Quand j'ai dit porte de la cuisine, je voulais dire plus près du couloir de la cuisine pour la composition. Tu sais, je suis vraiment désolée si ça a mal été interprété. Elle n'a pas repris son souffle. Des excuses façon bulletin météo. La faute attribuée à la lumière et à la logistique. Nous serions ravis de te voir à l'ouverture des cadeaux aujourd'hui. Midi convient à tout le monde. Peux-tu venir? Mes yeux se sont tournés vers le fauteuil de Richard, puis vers le ruban scintillant sur la boîte. J'ai entendu la voix sèche de Rebecca dans ma tête, vous n'êtes pas leur plan. Vous êtes leur plan de sauvetage. J'ai tenu le téléphone à distance pendant un battement de cœur et j'ai laissé le silence s'installer entre nous. Le silence a une forme quand on le lui permet. De l'autre côté, elle s'est empressée de le combler. Je sais que tu devais être fatigué. Les mariages, c'est beaucoup pour n'importe qui. Je comprends tout à fait. Lucas était si inquiet quand tu es parti. Il a dit que tu n'avais même pas eu de gâteau. Il déteste quand les gens partent sans gâteau. Un petit rire sans humour m'a échappé. Bref, tout le monde vient à midi. Le patron de Lucas pourrait passer. Ça signifierait tellement de t'avoir là. Apporte ta boîte. On pourra mettre tous les cadeaux près de la cheminée pour une jolie photo. J'ai laissé passer 3 secondes de plus. Je les ai comptées dans ma tête comme je comptais les respirations de Lucas quand il dormait avec de la fièvre. Ma paume sur ses cheveux, attendant la prochaine inspiration. Non, ai-je dit.
Il y a eu un petit clic dans la ligne. Pas mécanique. Mine. J'ai imaginé sa bouche parfaite se fermer de surprise. Pardon? Quoi? Non, ai-je répété doucement, en posant une tasse. C'est à cause d'hier, Hélène? J'ai dit, je suis désolée. J'essayais juste d'organiser le flux. Le couloir de la cuisine était plus proche du photographe. Ce n'était pas une question d'âge. Mon Dieu, non. Tu es magnifique. Tout le monde l'a dit. S'il te plaît, ne le prends pas personnellement. Des excuses amorties par un compliment qui n'en était pas un. J'ai pensé au classeur dans mon sac, au solde et au paiement minimum et au sac à main brillant sous les lumières des boutiques. J'ai imaginé Lucas devant la porte vitrée d'un conseiller financier, l'émoji de clé dans sa réponse publique. Chloé a changé de tactique. Si midi est difficile, on peut faire 2 heures. Ou on peut passer prendre ton cadeau pour que tu n'aies rien de lourd à porter. On peut demander à notre chauffeur de s'arrêter à ton immeuble. Ce qui est le plus simple pour toi. Je veux que ce soit facile. J'ai regardé la boîte. Elle n'avait pas l'air lourde, mais elle portait le poids de mes années. Aujourd'hui ne marchera pas, ai-je dit. Alors on peut faire un brunch. En fait, la liste de mariage dit qu'il reste encore quelques articles de cuisine. Je sais que tu as déjà choisi quelque chose, mais si tu voulais échanger ton cadeau ou ajouter une petite carte avec des détails, ce serait tout à fait possible. Les gens le font tout le temps. Échanger, ajouter des détails. J'avais appris le langage de la pêche à la ligne. J'ai imaginé tendre à une truite mon propre filet. Non, ai-je répété, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone face contre table. L'appartement a respiré. Au bout d'une minute, il a vibré une fois, puis de nouveau, puis selon un motif qui ressemblait à une supplication numérisée. Je l'ai laissé sur la table et j'ai coupé un morceau de la brioche de Diane, je l'ai tartiné de miel et je me suis tenu à l'évier. Dehors, un bus a soupiré, quelque part une porte s'est refermée avec un bruit sourd, des sons quotidiens parfaitement dimensionnés pour la santé mentale. Quand j'ai vérifié l'écran, les messages s'empilaient dans des polices alternées. De Chloé, si inquiète. S'il te plaît, confirme que tu es en sécurité. De Lucas. Je t'aime. Appelle quand tu peux. D'un numéro inconnu. Salut ma chérie. C'est la mère de Chloé. Nous sommes inquiets. La famille doit rester unie. De Chloé à nouveau, postant une photo de la réception. La famille, c'est tout. J'espère que tu aimes. Un cœur, une clé, une icône d'appareil photo. J'ai ouvert sa publication. 3 photos ont défilé. Chloé riant avec ses demoiselles d'honneur. Lucas coupant le gâteau. Une photo de groupe près de l'entrée où un vide béant se trouvait exactement là où une mère aurait pu se tenir. La légende disait, comme un spectacle. J'ai fermé l'application et je me suis lavé les mains comme si je pouvais l'effacer. Le téléphone a sonné une fois de plus. J'ai répondu parce que je voulais que le choix soit mien. La voix de Chloé s'était refroidie d'1 degré. J'ai juste besoin de savoir quoi dire aux gens. Tu es parti. Ça faisait mauvais genre. Le patron de Lucas a demandé pourquoi sa mère avait disparu avant les discours. Peux-tu au moins dire que tu t'es senti faible, une migraine? Quelque chose de gracieux. J'essaie de gérer l'image. L'image? Le mot s'est posé dans mon estomac comme une pierre. Tu peux dire la vérité, ai-je dit. Quelle vérité serait-ce? Que tu m'as demandé de m'asseoir près de la porte de la cuisine. Elle a fait un bruit comme un rire étouffé. Personne ne croira ça. Pourquoi dirais-je ça? Ça me fait passer pour cruel. C'est vrai? Sa voix s'est amincie. Hélène, ça devient dramatique. J'essaie de faire ce qu'il faut. J'essaie de t'inclure. Tu essaies de récupérer ce que tu penses que j'ai, ai-je dit, et je me suis surprise de la tranquillité de ma voix. Elle a inspiré brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Au revoir, Chloé. J'ai posé le téléphone et l'ai laissé sonner sur la messagerie. Les messages sont arrivés sous de nouveaux angles, des offres d'envoyer une voiture, des questions sur mon adresse, sur l'accès à l'immeuble, sur le fait que le concierge accepterait les livraisons. La triangulation est arrivée ensuite. Diane m'a envoyé un texto pour dire que Chloé l'avait contactée. Inquiète, demandant si j'étais malade. J'ai dit à Diane que j'allais bien et je lui ai demandé de garder son souffle pour les gens qui pouvaient l'entendre. L'après-midi s'est adouci vers le soir. J'ai préparé du thé et j'ai déplacé le fauteuil de Richard pour attraper la lumière. J'ai réfléchi à ce à quoi ressemblent de vraies excuses. Elle nomme le tort. Elle ne l'explique pas. Elle ne demande rien en retour. Ce que j'avais entendu n'était pas des excuses. C'était une recherche par le trou de la serrure pour un accès. Près du coucher du soleil, Lucas m'a envoyé une photo de nous d'il y a des années, à une kermesse d'école. Son visage maquillé était maculé. Mes cheveux étaient ébouriffés par le vent. Tu te souviens de ça? J'aurais aimé que tu restes hier soir. Chloé dit que tu as mal compris. On peut repartir à 0? J'ai tapé et effacé 3 réponses, puis j'ai posé le téléphone sans rien envoyer. Non pas pour punir,
mais pour garder la ligne propre jusqu'à ce qu'une vraie conversation soit possible. À la tombée de la nuit, le bourdonnement a ralenti. J'ai placé le téléphone dans un tiroir et je l'ai fermé doucement. La boîte blanche tenait bon sur l'étagère, son ruban un fin horizon d'argent. Je me suis assise, j'ai levé ma tasse et j'ai senti le calme revenir à la taille de la pièce autour de moi. Ma chambre avait été petite. Elle avait aussi été complète. La tempête est arrivée par téléphone, pas par le ciel. Je rinçais une tasse quand la sonnerie a griffé le comptoir. Le nom de Chloé a clignoté. Puis le son des pleurs a frappé mon oreille au moment où j'ai répondu. Les mots se sont bousculés si vite qu'ils se sont emmêlés. Hélène, Dieu merci tu as décroché. Lucas s'est effondré au bureau. Ils l'ont emmené en ambulance. Il est à l'hôpital Saint-Louis. S'il te plaît, viens maintenant. Pendant une seconde, le vieux réflexe s'est déclenché. Celui qui envoie une mère courir avant que la pensée ne puisse se former. Je me suis agrippée au bord de l'évier jusqu'à ce que mes mains se stabilisent. Quelle entrée? Ai-je demandé. Urgence ou principale? Urgence, sanglota-t-elle. Ils font des tests. Ça n'a pas l'air bon. Il a demandé après toi. S'il te plaît. J'ai senti le poids du fauteuil de Richard derrière moi comme une main entre mes omoplates, me ramenant au centre. Je vais appeler l'hôpital, ai-je dit. Je verrai ce dont ils ont besoin. Viens, c'est tout, a-t-elle plaidé. Il n'y a pas de temps pour expliquer. Il y a du temps pour demander un nom, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Je me suis séché les mains et j'ai ouvert mon petit carnet à la page où je garde les numéros importants. Le standard de l'hôpital a répondu à la 3e sonnerie. Une femme calme avec une voix de standardiste. Hôpital Saint-Louis, bonjour. Je cherche un patient, ai-je dit. Lucas Dubois, admis aux urgences il y a quelques minutes. Je vérifie. Des touches ont tapoté doucement. Un instant. L'instant s'est étiré. J'ai regardé la lumière du soleil glisser sur le ruban argenté de la boîte blanche. Il brillait comme une ligne d'horizon quand on décide de continuer à marcher. Je ne vois pas de Lucas Dubois, a-t-elle dit. Il est peut-être au triage sans être enregistré. Avez-vous une date de naissance? Je lui ai donné la date. Encore des tapotements. Rien sous ce nom ou cette date de naissance, a-t-elle dit. Je peux vérifier les transferts entrants. Un instant. Mon pouce a laissé une empreinte humide sur le comptoir. J'ai fixé l'endroit où elle s'est évaporée. Une sirène a retenti quelque part au loin. Elle ne s'est pas tournée vers moi. Pas de transfert en cours pour ce nom, a-t-elle dit. S'il arrive, le système se mettra à jour. Merci, ai-je dit. Quelqu'un saurait-il si un patient est arrivé sans être identifié? Nous ne partagerions pas cette information, a-t-elle dit, professionnelle et gentille. Mais si vous rappelez dans 30 minutes, je peux vérifier à nouveau. J'apprécie votre aide, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. La bouilloire s'est allumée sans que je me souvienne d'avoir appuyé sur l'interrupteur. Je l'ai éteinte et je suis restée très immobile. Le téléphone a de nouveau sursauté dans ma main. Chloé. J'ai répondu et j'ai laissé le silence arriver en premier. Où es-tu? A-t-elle dit. Tu es dans un taxi? Le médecin a besoin du consentement de la famille. J'ai appelé l'hôpital, ai-je dit. Ils n'ont aucune trace de Lucas. Il a dû être transféré? A-t-elle dit rapidement. Ils l'ont probablement emmené à l'hôpital de la Pitié. Ou peut-être qu'il est parti contre avis médical. Il fait ça parfois. Il déteste les médecins. Les ambulances n'emmènent pas les patients à un hôpital pour ensuite les envoyer à un autre sans paperasse, ai-je dit, ma voix sonnant comme une pièce aux fenêtres ouvertes. Dans quelle unité est-il? Elle a dégluti, et j'ai entendu le petit bruit d'un mensonge qui apprend à marcher. Peut-être que c'était Cochin, a-t-elle dit. J'étais si bouleversée. J'ai confondu les noms. Je suis dans la voiture maintenant. Je peux venir te chercher. Envoie-moi ton adresse exacte pour que je puisse l'envoyer au chauffeur. Je ne donne pas mon adresse aux gens qui ne peuvent pas nommer un hôpital, ai-je dit. Son ton a changé. Les sanglots ont disparu. La demande s'est aiguisée. Hélène, c'est sérieux. Lucas a besoin de toi. Peux-tu s'il te plaît coopérer pour une fois? Nous n'avons pas le temps pour tes soupçons. Poser des questions n'est pas de la suspicion, ai-je dit. C'est de l'amour avec les yeux ouverts. Très bien, a-t-elle lâché, puis a adouci le mot avec un souffle. Je te rappellerai quand j'aurai plus de clarté. Sois juste prête à partir. Garde ton téléphone allumé. J'ai posé mon téléphone sur la table et je l'ai regardé comme s'il s'agissait d'un petit animal bruyant. Puis j'ai appuyé sur le bouton latéral jusqu'à ce que l'écran devienne noir. La pièce a expiré. Dehors, un camion de livraison a grondé. Une porte de l'autre côté du couloir s'est fermée. La vie a gardé sa forme. J'ai versé de l'eau dans la bouilloire et je l'ai allumée pour de vrai. Pendant qu'elle chauffait, j'ai pensé aux salles d'urgence. Je connais leur son. Je connais le bip des moniteurs, le grincement des semelles en caoutchouc et l'odeur de désinfectant pour les mains si forte qu'elle efface tout le reste. J'ai été assise dans ces sons la nuit où Richard est mort.
J'ai tenu sa main pendant que les infirmières se déplaçaient avec une pitié efficace. C'était une crise. Elle n'avait pas besoin de légende. Elle n'a pas demandé d'adresse avant de dire la vérité. Wobbly merciful. J'ai versé, j'ai regardé le thé tourbillonner dans la tasse, j'ai respiré la vapeur comme si c'était un médicament. Le téléphone est resté éteint. J'ai posé la tasse sur une soucoupe et je l'ai emportée vers le fauteuil de Richard. Le coussin m'a accueilli avec son soupir familier. En face de moi, la boîte blanche reposait sur l'étagère. Le ruban découpait une ligne nette sur le carton. Les lignes comptent. C'est ainsi qu'une carte devient un chemin. 5 minutes ont passé, puis 10. J'ai imaginé Chloé faisant les 100 pas, inventant de nouvelles versions, cherchant l'angle qui ouvrirait ce qu'elle voulait. J'ai imaginé Lucas à son bureau, bien vivant, ignorant l'histoire racontée en son nom. Mon cœur s'est serré pour le garçon qu'il avait été. Mon esprit a gardé l'homme qu'il était devenu. 2 vérités dans une seule poitrine. C'est ce que devient la maternité si l'on vit assez longtemps. Le téléphone a sonné une fois en redémarrant. Des messages de Chloé sont arrivés en cascade. Mise à jour à venir. Reste près de ton téléphone. Ne l'éteins pas. D'un numéro inconnu, c'est Jacques, d'un service d'ambulance privée. Nous pourrions avoir besoin d'une signature familiale par procuration. Envoyez votre adresse. De Lucas enfin. Tout va bien? Chloé a dit que tu étais en route. J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce que les mots perdent leur forme. Puis j'ai tapé une seule réponse. Tu es au travail. Il a répondu en moins d'1 minute. Oui, où veux-tu que je sois? J'ai posé le téléphone comme s'il était brûlant. J'ai senti quelque chose se détendre au bas de ma colonne vertébrale. J'ai éteint le téléphone à nouveau, plus lentement cette fois, non par colère, mais par hygiène. Le bruit est une sorte de saleté. Il colle à la pensée si on le laisse faire. J'ai porté ma tasse à la fenêtre et je me suis tenu entre la lumière et le fauteuil. En bas, la rue bougeait avec une certitude de jour de semaine. Une femme poussait une poussette. Un homme en veste bleue levait son café à ses lèvres sans lever les yeux. L'ordinaire persistait. Je l'ai laissé faire. Quand le téléphone a sonné à nouveau, je n'ai pas répondu. Il a sonné 4 fois, puis 5, puis s'est arrêté. Une icône de messagerie vocale est apparue et a attendu. Je n'ai pas appuyé sur lecture. Je n'avais pas besoin d'entendre la version suivante. Je connaissais déjà le genre. La fausse alerte est une ligne de pêche. L'inquiétude est une clé. L'urgence est un masque. Je me suis rassise et j'ai rapproché mon carnet. Sur une page neuve, j'ai écrit un petit registre. Sous le mot « urgence », j'ai dessiné 2 colonnes. Réel, fabriqué. Sous « réel », j'ai écrit « La dernière nuit de Richard, la fièvre de Lucas à 8 ans, la fois où la canalisation du propriétaire a éclaté. » Sous « fabriqué », j'ai écrit « La porte de la cuisine, les appels de minuit, l'histoire de l'hôpital. » Puis j'ai fermé le carnet et j'ai senti l'équilibre s'installer. Je n'ai pas rappelé Chloé. Je n'ai pas couru vers un endroit qui n'existait pas. Je n'ai pas déversé le contenu de ma vie à quelqu'un qui ne dira pas le nom d'un bâtiment sans en essayer un autre. J'ai posé ma tasse sur sa soucoupe et j'ai laissé le calme s'installer. Mon silence. N'a pas claqué une porte. Il en a verrouillé une. Les limites ne crient pas. Elles cliquent. Le jour du déménagement a commencé avec le silence qui précède une tempête. Seulement, la tempête était faite d'ordre, de carton et d'hommes aux gants de toile. Le hall d'entrée sentait l'huile de citron et la moquette neuve. Le concierge m'a salué par mon nom. Il l'avait pratiqué, prudent et chaleureux. Il a fait glisser un livre d'or en cuir vers les déménageurs et m'a tendu une petite pochette contenant le règlement de l'immeuble, un badge d'accès et une carte qui disait « Bienvenue chez vous » en caractère sobre. J'ai tenu la carte une seconde de plus que nécessaire. « Chez soi » est un mot qui peut blesser. Il peut aussi guérir. Le monte-charge s'est ouvert comme un rideau de scène. Les déménageurs ont fait entrer ma petite vie, 2 valises, une caisse de vaisselle, une boîte de livres emballés dans du papier craft, une lampe avec un abat-jour légèrement cabossé par des années de placard. Le seul meuble que j'ai insisté pour qu'il porte à 2 mains était le vieux fauteuil en bois de Richard. Le chef d'équipe, un homme aux yeux bienveillants et au tatouage d'une encre, a demandé s'il était fragile. « Il est important ?» ai-je dit. Il a hoché la tête comme si c'était la même chose. Nous sommes montés. L'ascenseur a émis une douce sonnerie. Les portes se sont séparées sur le hall privé et les doubles portes vitrées de l'appartement. Je les ai déverrouillées et l'océan est entré sans bouger. La lumière se reflétant sur la ville a trouvé chaque surface et l'a lavée. Je suis resté un instant, pieds nus sur la pierre fraîche, et j'ai senti la pièce m'accueillir. Puis le travail a commencé. Ils ont déposé des cartons dans la cuisine et empilé les livres près du mur. J'ai demandé qu'ils placent le fauteuil près de la plus grande fenêtre, celle qui donnait à l'est. Il s'y est assis comme un hôtel. L'homme au tatouage d'encre a observé mon visage quand ils l'ont posé. Il a souri en voyant mes épaules s'abaisser d'1 centimètre. « Bon endroit » a-t-il dit. « Ça semble juste ?»
Je leur ai donné un bon pourboire et les ai remerciés d'avoir traité un vieux fauteuil comme une personne. Quand la porte s'est refermée derrière eux, le silence a étendu son lin sur tout. Je me suis déplacée lentement, ne voulant pas troubler le moment. J'ai passé la paume sur le comptoir en pierre, frais et lisse comme un lit de rivière. J'ai ouvert le réfrigérateur, vide et bourdonnant, une page blanche. J'ai vérifié la cuisinière, la pression de l'eau, le lave-linge empilable qui brillait comme une promesse. J'ai ouvert les placards et les ai trouvés fraîchement tapissés. Dans le placard du couloir, j'ai placé la boîte cadeau blanche sur l'étagère du haut, à côté des serviettes de rechange. Je n'avais pas besoin de la cacher. J'avais besoin de la mettre là où elle regarderait sans gouverner. Du balcon, le vent a apporté l'odeur de la pluie et du métal chauffé par le soleil. En bas, les pigeons dessinaient des lignes désordonnées dans l'air. Un camion de livraison est passé avec un klaxon grave qui a fait frémir la vitre. La ville est honnête. Elle vous dit ce qui arrive. Et puis ça arrive. Je me suis appuyée contre la balustrade et j'ai laissé la lumière m'ancrer. À l'intérieur, j'ai fait le lit avec des draps propres qui avaient encore la légère odeur du magasin. Draps neufs, tête d'oreiller neuve, une nouvelle couette pliée en 3 comme dans un hôtel. Dans la salle de bain, j'ai aligné 3 objets simples sur le meuble lavabo, brosse à dents, peigne, petit pot de crème pour le visage. J'ai débarrassé les comptoirs de tout ce qui était superflu. La clarté est mon nouveau luxe. J'ai appelé la compagnie d'électricité et confirmé ce que Renault avait arrangé. Il avait une façon d'arranger les choses pour qu'elles semblent inévitables. J'ai programmé une livraison pour une petite commande de courses, lait, thé, pain, beurre, orange, un bouquet de marguerites bon marché pour la table de la cuisine parce que je le pouvais. J'ai dit au concierge de ne pas admettre de visiteurs sans appeler d'abord et de ne pas accepter de colis de noms que je ne reconnaissais pas. Il l'a noté sur un bloc avec du vrai papier et un stylo, pas un écran. Cela aussi ressemblait à du respect. En fin d'après-midi, j'ai déballé les livres et les ai empilés le long du mur en rangée nette. Le fauteuil de Richard m'a regardé travailler. J'ai choisi un de ses favoris, un roman écorné avec un tampon de librairie d'une ville que nous avions visitée et que nous pouvions à peine nous permettre. Je l'ai placé sur le rebord de la fenêtre, près du fauteuil, de sorte que son dos soit tourné vers la ville. C'était comme l'inviter à admirer la vue. Quand les courses sont arrivées, le livreur a siffloté en voyant les fenêtres. Je lui ai donné un pourboire plus important que prévu, et il est parti en souriant. Le genre de sourire qui vous fait aimer l'avenir. J'ai cassé 2 œufs dans une poêle et je les ai regardés s'épanouir dans le beurre. J'ai mangé debout au comptoir, le genre de repas qui a meilleur goût que n'importe quel restaurant quand on sait exactement ce qu'il vous a coûté pour arriver ici. Alors que le crépuscule glissait le long de la vitre, j'ai éteint les plafonniers et j'ai laissé la pièce devenir bleue. La ville se cousait de lampes. Les toits s'assombrissaient en velours. J'ai porté mon thé jusqu'au fauteuil de Richard et je me suis assise. Le coussin a poussé son petit soupir, et j'ai senti l'histoire de mon corps s'y installer. Sur l'étagère, la boîte blanche semblait reposer plus facilement, n'étant plus un pot de vin, mais une limite. J'ai dormi légèrement sur des draps propres dans une pièce qui ne se souvenait pas du chagrin. La nuit ne m'a pas réveillée avec les plaintes du radiateur ou les sirènes. L'immeuble respirait régulièrement, un grand animal en paix. Avant l'aube, quelque chose m'a tiré du lit. L'horizon avait une couture grise. Puis il s'est ouvert. La lumière s'est levée comme une main patiente. La vitre s'est réchauffée sous mes doigts alors que la première bande d'or a trouvé le sol et s'est déplacée vers moi. J'ai porté mon thé jusqu'au fauteuil et je me suis assise face à l'est. La ville recevait le matin comme un visage reçoit le pardon. J'ai parlé à voix haute parce que Richard avait toujours aimé la vérité simple. Je pensais que ce serait la maison de Lucas, mais il s'avère que c'est la mienne. Et pour la première fois, je me sens digne. Les mots n'ont pas résonné. Ils ont atterri et sont restés. Je les ai laissés. Le soleil a grimpé. La pièce s'est remplie. Le fauteuil m'a tenu comme s'il avait attendu cet angle de lumière précis. J'ai regardé mes mains et j'ai vu qu'elles n'étaient pas vides. Elles tenaient des clés, du papier et des choix. Elles tenaient une vie que j'avais écrite dans les marges. Maintenant, les marges étaient devenues la page. Un pigeon a roucoulé quelque part en bas. Une porte s'est ouverte et fermée. J'ai levé ma tasse, j'ai goûté le jour et j'ai décidé de commencer. L'appel est arrivé juste après le lever du soleil, lorsque la ville avait la couleur de l'étain et n'avait pas encore décidé qui elle serait. J'étais dans le fauteuil de Richard avec ma première tasse de thé, regardant une bande d'or ramper sur le sol. Le téléphone a vibré sur le rebord de la fenêtre, le nom de Lucas remplissant l'écran. Je l'ai laissé sonner 1 fois, puis 2. J'ai répondu parce que je voulais que le choix soit le mien. « Maman », a dit Lucas. Sa voix avait la forme de quelqu'un qui se prépare à une vague. « Nous savons pour l'appartement, pour le chèque. Était-ce pour nous ? Allais-tu nous donner ça, à moi et à Chloé ?» J'ai regardé la boîte blanche sur l'étagère du placard de l'autre côté de la pièce. Même d'ici, le ruban argenté tenait une ligne droite. « Oui », ai-je dit. « C'était pour vous. C'était mon cadeau de mariage. » Je l'ai entendu expirer,
Un son qui voulait être du soulagement et ne pouvait pas l'être. Alors, c'est vrai, a-t-il dit. On pensait que c'était peut-être une de ces rumeurs. Quelqu'un a reconnu ta signature à l'étude notariale. Quelqu'un d'autre t'a vu avec un directeur de banque. Chloé a dit qu'il était impossible que tu fasses quelque chose d'aussi énorme sans nous le dire. Je ne savais pas quoi croire. Moi, ai jaded. Je croyais que je pouvais construire un pont avec du papier. La ligne est devenue silencieuse. Puis il a réessayé. Pourquoi ne nous l'as-tu pas donné? Pourquoi le reprendre? On n'a rien fait pour mériter ça. À travers la vitre, la lumière a changé, passant de l'ardoise à l'acier. J'ai gardé ma voix égale. Ta femme m'a demandé de m'asseoir près de la porte de la cuisine pour les photos. Elle voulait les jeunes visages sur le cadre. Je me suis levée. J'ai pris la boîte. Je suis partie. Il a fait un bruit comme une poche d'air qui se crève. Je n'ai pas vu. Je jure que je n'ai pas vu. Je sais, ai-je dit. C'est une partie du problème. Il a dégluti. Maman, les gens disent des choses au mariage qu'ils ne pensent pas. C'était agité. Elle peut être directe, tu sais. Je l'aurais arrêtée si j'avais entendu. J'ai pris une profonde inspiration. Tu étais là. C'est assez de vérité pour moi. Du papier a bruissé à son bout du fil. Chloé et moi avons parlé toute la nuit. On a été stupides. On était pris dans le tourbillon. On peut arranger ça. Si le problème, ce sont les photos, on peut les refaire. On peut arranger les choses. On peut te montrer à quel point tu comptes pour nous. Me montrer nécessite plus qu'un appareil photo, ai-je dit. Il est resté silencieux, puis a changé de sujet. Combien as-tu gagné? A-t-il demandé, il a semblé avoir honte de la question au moment où elle franchissait ses lèvres. Je veux dire, pas le chiffre exact, juste si tu es en sécurité. Les gens parlent, maman. Le chiffre dans la rumeur est énorme. C'est vrai? Je suis en sécurité, ai-je dit. C'est le seul chiffre qui compte pour moi. Il s'est éclairci la gorge. On a pris des décisions qui n'étaient pas intelligentes. La lune de miel était à crédit. La voiture était un effort. On pensait qu'une promotion arriverait plus tôt. On pensait qu'on pourrait refinancer. Il s'avère que le marché n'est pas aussi amical qu'il en a l'air à la télévision. Si tu nous avais donné le cadeau, on aurait pu tout remettre à zéro. On peut encore le faire si tu décides de le faire. J'ai laissé le silence répondre pendant quelques battements de cœur. Le silence ne se pressait pas. J'ai fini de payer pour remettre à zéro les choix des autres, ai-je dit. Il a tressailli dans le silence. Je pouvais l'entendre. Tu es en colère, a-t-il dit. Je comprends. On a eu tort. J'ai eu tort. J'aurais dû te protéger. S'il te plaît, ne me punis pas pour un moment que je n'ai pas vu. Ce n'est pas une punition, ai-je dit. C'est une question de proportion. C'est moi qui fais correspondre la taille de mon cadeau à la taille du respect que j'ai reçu. Il a reniflé et ses mots se sont brouillés. Maman, ne fais pas ça. On peut s'excuser. Chloé s'excusera. Elle te le dira en face. Elle sait qu'elle a dépassé les bornes. Je connais la différence entre des excuses et un droit d'accès, ai-je dit. Il a essayé une approche plus douce. Tu me manques, a-t-il dit. La façon dont les choses étaient avant. Toi et moi contre le monde. Tu te souviens de la kermesse de l'école, de la vente de gâteaux? Tu m'as appris à lasser mes chaussures sur les marches de l'église. Je me souviens de toi attendant dans le froid mon bus quand je restais tard à l'entraînement. Tu as toujours été là. Sois là maintenant. J'ai fermé les yeux et j'ai vu sa petite main sur mon poignet dans une nuit d'hôpital. Brûlante de fièvre. Je me suis souvenu du poids de sa tête contre mon épaule. L'amour n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est une maison avec de nombreuses pièces. J'ai choisi celle avec une serrure. J.E. Suis-là, ai-je dit. Je suis chez moi. Je ne suis pas au bord d'une photographie. Il a inspiré brusquement. Si c'est l'argent qui t'a changé, je te prouverai que ce n'est pas le cas pour moi. Je signerai n'importe quoi. Je mettrai la maison à ton nom. Je mettrai des conditions au chèque. J'accepterai tout ce que l'avocat dira. On a juste besoin d'une chance. Silty plate. Tu en as une, ai-je dit. Elle est arrivée emballée en blanc avec un ruban argenté. Tu lui as dit d'attendre près de la porte de la cuisine. Il a commencé à pleurer. Le son n'était pas joli. Il était réel. Je ne sais pas comment arranger ça, a-t-il dit. Si, tu le sais, ai-je dit. Commence par la vérité. Nomme ce qui s'est passé. Demande pardon sans demander une faveur en même temps. Vis une saison où tu ne me traites pas comme une solution. Viens me voir sans avoir besoin d'une banque. Il est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a repris la parole, sa voix était plus petite. Je peux venir aujourd'hui? Juste moi? Sans ordre du jour. Je veux te regarder dans les yeux. Je veux dire que je suis désolée sans Chloé dans la pièce. Pas aujourd'hui, ai-je dit. J'apprends encore ce que ça fait d'avoir de l'espace. Demain, a-t-il dit,
Et je pouvais entendre le petit garçon en lui, celui qui négociait pour 10 minutes de jeu supplémentaires. Peut-être, ai-je dit. Quand tu voudras une relation avec moi qui ne commence pas par un tableur, tu sauras comment frapper. Quand tu seras prêt, tu sais où je suis. La ligne a tremblé. Maman, a-t-il dit. Je t'aime. Je t'aime aussi, ai-je dit. C'est pourquoi je fais ça. Peux-tu me dire une chose, a-t-il demandé. Si je l'avais vu et que je l'avais arrêté. Si j'avais mis mon bras autour de toi là, et que je t'avais amené devant, la boîte serait-elle restée sur la table? Oui, et je dis, et la vérité s'est installée entre nous comme un baril de pluie qui se remplit. Elle serait restée. Il a pleuré à nouveau, plus doucement, et j'ai laissé le son traverser la pièce et sortir par la fenêtre ouverte. J'ai regardé la lumière sur la ville et j'ai senti la constance de quelque chose qui n'avait aucun intérêt à s'expliquer à la rive. Au revoir pour l'instant, Lucas, ai-je dit. S'il te plaît, ne raccroche pas, a-t-il dit. Quand tu seras prêt, ai-je dit. Tu sais où me trouver. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé le téléphone sur le rebord de la fenêtre. La ville a continué à bouger. J'ai enroulé mes deux mains autour de ma tasse et j'ai senti la chaleur s'infiltrer dans mes paumes. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas douté. La boîte blanche sur l'étagère a cessé d'être un test. C'est devenu une limite qui m'appartenait. Dehors, la lumière s'est intensifiée. À l'intérieur, la pièce est restée calme. J'ai pris une feuille de beau papier et le stylo bleu que Richard aimait parce qu'il ne bavait jamais. Je me suis assise à la table de la cuisine avec la ville qui respirait contre la vitre et j'ai commencé une lettre que je n'avais pas l'intention d'envoyer. Cher Lucas, j'écris alors que le matin est encore doux et que les pigeons se disputent sur la balustrade. Je veux quelques vérités sur une page où je peux les voir et où tu pourras peut-être les voir un jour. Quand tu avais 8 ans et que tu brûlais de fièvre, j'ai plié un linge frais et je l'ai pressé sur ton front, puis sur ta nuque, puis de nouveau sur ton front. Tu as dit sans ouvrir les yeux. Maman, ne me quitte pas. J'ai promis que je ne le ferai pas. J'ai tenu cette promesse à travers les couloirs d'hôpitaux, les files d'attente à l'épicerie et les nuits qui n'en finissaient pas. Pendant des années, je l'ai tenue. Quand la pluie noyait les trottoirs et que les bus étaient en retard, nous rentrions à pied ensemble. Toi avec des bottes en caoutchouc. Moi avec de vieilles baskets aux semelles usées. Tu nommais les canyons. Je nommais les nuages. Nous comptions entre l'éclair et le tonnerre. Nous transformions les flaques d'eau en jeux parce que les jeux permettent aux jours pauvres de prétendre qu'ils sont riches. J'essuyais tes chaussettes dans la baignoire et les séchais sur le radiateur. Tu t'endormais sur mes genoux pendant que je lisais un livre de bibliothèque estampillé, à jeter, et sauvé quand même. Après la mort de Richard, la vérité s'est courbée mais ne s'est pas brisée. Il a vendu son temps à un travail qui lui a coupé le souffle. Il nous a donné de la gentillesse chaque soir où il lui en restait. J'ai vendu sa montre pour payer ton premier acompte de semestre. J'ai souri au prêteur sur gage parce que la dignité coûte moins cher que la honte. J'ai travaillé les jours fériés et pris les services que personne ne voulait. J'ai appris à porter la fatigue comme un sac à main assorti à toutes les tenues. J'ai fait de la soupe avec presque rien et j'ai choisi les produits au poids et au prix au kilo. J'ai compté les pièces aux caisses où les employés regardaient au-delà de moi vers des gens qui se déplaçaient plus vite. Il y a quelque chose que je veux que tu saches sur la boîte au ruban argenté. Je l'ai emballée avec des mains stables. Je t'ai imaginé soulevant le couvercle, ta bouche s'ouvrant comme elle le faisait quand tu étais petit et que tu découvrais une bougie de plus que prévu. J'ai imaginé Chloé devenant silencieuse. J'ai imaginé la gratitude atterrissant dans la pièce comme un oiseau qui nous faisait confiance. Je croyais que le papier pouvait être un pont. Je croyais que l'argent pouvait calmer la vieille faim de respect. Je croyais que nous pouvions nous parler comme des gens qui se souvenaient d'où nous venions. À ton mariage, quand Chloé m'a demandé de m'asseoir près de la porte de la cuisine pour que les photos aient l'air jeunes et sans souci, j'ai entendu quelque chose se briser qui se fissurait depuis des années. Je me suis levée. J'ai pris la boîte et je suis partie. J'ai marché vers un air que je pouvais respirer. Ce choix n'était pas de la fureur. C'était une limite. Une limite n'est pas un mur. C'est une porte que l'on verrouille jusqu'à ce que l'autre personne apprenne ou frapper. Je n'écris pas pour te punir. J'écris pour tracer une ligne autour de ce qui a été réel entre nous. Je t'ai aimé à travers les avis de retard, les pots d'échappement rouillés et une solitude qui empruntait mon nom. Je t'ai aimé quand tu étais négligent avec moi. Parce que les enfants s'exercent sur leur mère comme les pianistes s'exercent aux gammes. Ils croient que la musique sera là, peu importe la force avec laquelle ils frappent les touches. L'amour n'est pas une immunité. C'est de l'attention avec une colonne vertébrale. Tu as demandé au téléphone si nous pouvions arranger ça. Nous le pouvons, mais pas avec une photo refaite ou des excuses rapides destinées à débloquer un chèque. Ce qui se brise doit être nommé. Ce qui est nommé doit être porté. Ce qui est porté doit changer notre façon de marcher. Si tu veux essayer, arrive sans ordre du jour et reste assez longtemps pour entendre comment le silence sonne quand il est choisi, pas imposé. Assieds-toi avec moi à une table sans formulaire dessus. Dis la vérité. Ne gère pas l'image. Pratique l'attention. Je pardonne plus facilement que j'oublie. Oublier,
C'est ainsi que le mal se répète dans le même costume. Je peux m'asseoir avec la vérité. Je peux aussi m'asseoir avec toi si tu viens en tant que mon fils et non en tant que pétitionnaire. Je n'exige pas des mots parfaits. J'exige des mots honnêtes. Dis, je ne t'ai pas vu et j'aurais dû. Dis, j'ai mis la photo avant la personne. Dis, je voulais ce que tu avais plus que je ne voulais qui tu étais. Puis arrête-toi. Laisse la pièce respirer. Laisse la ville finir une phrase ou deux. Nous pouvons nous retrouver dans ce calme, sans prix. Voici la dernière chose vraie pour aujourd'hui. Si un jour tu frappes sans ambition dans les mains, j'ouvrirai. Sinon, souviens-toi qu'il y a eu une fois une boîte cadeau blanche qui t'attendait et une mère qui a gardé son amour et sa limite. Let's do. Avec amour, maman. J'ai plié la lettre en 3/4 égaux comme Richard le préférait. Les plis pressés à plat avec mon pouce. Je suis montée sur une chaise et j'ai glissé l'enveloppe dans la boîte blanche entre l'acte de propriété et la pochette en velours. Le couvercle s'est ajusté avec un silence parfait. Le ruban n'avait pas besoin d'ajustement. Il connaissait déjà son travail. J'ai replacé la boîte sur l'étagère où le matin pouvait la trouver et où je pouvais aussi la trouver quand j'avais besoin de me souvenir que la miséricorde et les limites peuvent vivre dans la même maison. Puis je me suis rassise avec une feuille de papier neuve. Cette fois, j'ai écrit « Ma douleur ne servira pas seulement à les payer. Elle deviendra un abri pour les autres. » J'ai senti les mots s'installer dans mes os avec la certitude d'une marée. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Renaud quand l'horloge atteint une heure décente. Il a écouté sans interrompre, puis a dit ce qu'il dit toujours quand le cœur dépasse les mains. Venez, nous allons transformer ce sentiment en papier. Sa salle de conférence sentait légèrement le toner et l'huile de citron. Renaud avait déjà empilé des dossiers le long du bord de la table, des onglets défilant dans un arc-en-ciel sensé. Il a fait glisser un bloc-notes légal vers moi. Nommez-le, a-t-il dit. J'ai écrit, Fond du Havre, parce que la lumière, la sécurité et un chemin depuis les eaux agitées sonnaient juste dans ma bouche. Il a hoché la tête. Mission. Je l'ai dit lentement pour que nous puissions entendre ses os. Soutien d'urgence et assistance juridique pour les femmes âgées victimes d'exploitation financière par leur famille ou leurs soignants. Il a barré, soignant, et a écrit, aidant. Moins clinique, a-t-il dit. Nous avons esquissé des programmes avec un crayon émoussé. Des micro-subventions pour le loyer et les charges lorsqu'un enfant adulte vide le compte d'un parent. Une journée de consultation par mois où des avocats bénévoles aident à défaire des signatures prédatrices. Des ateliers sur la procuration durable, les désignations de bénéficiaires et comment dire non sans s'excuser. Une petite ligne d'assistance qui renvoie à des bénévoles formés pendant les heures de bureau. Des partenariats avec des refuges et des églises qui font confiance aux femmes qui franchissent leurs portes, portant des sacs d'épicerie pleins de reçus et de honte. Conseil d'administration, a dit Renaud. 3 au minimum. J'ai souri. Diane Elena E.T. Joe. Il a souri comme s'il le savait déjà. Bon choix. Elles vous diront la vérité. Nous avons rédigé des statuts en langage simple, des limites de mandat, des règles sur les conflits d'intérêts, une exigence qu'au moins la moitié de toutes les subventions soient versées dans les 90 jours, afin que le fonds n'oublie jamais son but. Il a commandé un numéro sirène pendant que je lisais les statuts à voix haute, disant les mots pour les rendre réels. Puis la chorégraphie des signatures a commencé. Les pages ont glissé, les stylos ont gratté. Le notaire de Renaud a tamponné chaque document avec un seau argenté qui captait la lumière. Un document, c'est une armure, a-t-il dit. Mais seulement quand il bouge. Nous avons ouvert le compte d'exploitation au Crédit Mutuel de l'autre côté de la rue. Le directeur de l'agence m'a serré la main et a imprimé un chéquier temporaire. De retour dans la salle de conférence, j'ai rédigé le premier chèque à l'ordre du fonds de dotation du Havre pour un montant qui semblait sérieux et me laissait encore de quoi respirer. Les chiffres étaient nets sur la ligne. Renaud a observé mon visage. Qu'est-ce que ça fait? Comme poser un toit sur une maison qui attendait. Nous avons composé un formulaire de demande de subvention d'une page qui tenait sur un presse-papier. Non. Situation, avec vos propres mots. Besoin immédiat. Une case à cocher si un membre de la famille vous fait pression. Une promesse que nous appellerions dans les 48 heures. Pas de dissertations, pas d'obstacles. La dignité avance plus vite quand le formulaire est court. Renaud a appelé 2 amis qui dirigent des cliniques juridiques. Ils ont accepté de prendre nos références le mercredi. J'ai envoyé un email au prêtre qui avait organisé la chaîne de repas à la mort de Richard. Il a offert une pièce au sous-sol de l'église et une cafetière qui ne s'arrête jamais. Diane a envoyé un texto pour dire qu'elle et Elena allaient évaluer le prix d'un site web de base et que Gio concevrait un dépliant qui n'aurait pas l'air d'un appel à l'aide, mais d'une invitation à la stabilité. Nous nous sommes rassemblés autour du dossier final. Renaud a tapoté la ligne de signature avec son stylo. J'ai signé de mon nom complet, de la même main que j'utilisais pour signer les autorisations de sortie et les chèques de loyer. Il a contresigné en tant qu'agent enregistré. Le notaire a pressé le sceau avec 2 mains fermes. Le son était silencieux et décisif.
Voilà, a dit Renaud. Maintenant, vos intentions ont une colonne vertébrale. J'ai tenu les statues tamponnées et j'ai senti leur poids. Ma douleur ne servira pas seulement à les payer, ai-je répété. Cette fois, à la pièce et à moi-même. Elle deviendra un abri pour les autres. La bouche de Renaud s'est adoucie. C'est la meilleure utilisation d'un gain que j'ai entendu depuis longtemps. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une imprimerie et j'ai commandé une petite plaque pour mon bureau. Fond du Havre. Justice par le papier. Aide discrète. L'employé a demandé si c'était un cabinet d'avocat. Pas exactement, ai-je dit. Plutôt un toit chaleureux. De retour à l'appartement, j'ai placé une copie des documents déposés dans un nouveau dossier et je l'ai glissé dans le placard à côté de la boîte blanche. Non pas pour le cacher, mais pour garder la mission à côté de la mémoire. J'ai envoyé un texto aux 3 femmes, nous sommes officiels. Les veillées du jeudi incluent désormais les réunions du conseil. Apportez des croques, monsieur. Diane a répondu avec un emoji de trompette qu'elle sait à peine utiliser. Elena a envoyé une photo de pêche. Gio a écrit « Les procès-verbaux seront courts et miséricordieux ». J'ai ouvert la porte du balcon et j'ai laissé le vent se répandre sur la table. La ville scintillate. Quelque part, un camion a klaxonné. J'ai posé ma main sur le dossier et j'ai senti le monde basculer d'une fraction vers le juste. Une vie peut tourner tranquillement quand on met son nom sur la ligne qui compte. Diane est arrivée la première avec un sac de course et une bouteille enveloppée dans du papier craft. Elena et Gio ont suivi avec un plat à gratin et une petite boîte en fer qui cliquetait comme si elle contenait des biscuits. J'avais mis la table de la salle à manger avec du lin et la porcelaine que je ne touche presque jamais. Puis je me suis arrêtée et j'ai sorti le vieux service à thé de Richard. La porcelaine était fine sur le bord et tracée d'un motif bleu délavé. Sur cette table brillante sous un haut plafond, les tasses ressemblaient à des survivantes assises au premier rang. J'ai placé la théière au centre comme si elle méritait le devant de la scène. Réunion du conseil, a dit Diane en souriant. Avec dîner et opinion bien arrêtées. Les procès-verbaux seront courts et miséricordieux, a répondu Gio, s'installant déjà dans une chaise avec l'aisance de quelqu'un qui a mérité de nombreuses soirées d'appartenance. Elena a soulevé le couvercle du plat. De la vapeur s'est élevée, sentant la maison et le beurre. Nous avons mangé d'abord, parce que la réflexion est plus clémente avec un estomac plein. Gratin, salade verte, pêche coupée en tranches dans un bol en verre, pain avec. Une croûte qui chantait quand on le coupait. Après que les assiettes ont été débarrassées, j'ai posé le service à thé sur un plateau et j'ai versé. L'émail a capté la lumière des fenêtres. Diane a observé mes mains. Richard aimerait ça, a-t-elle dit. Simple et précis. J'ai failli le laisser dans le placard pour toujours, ai-je dit, mais je voulais que quelque chose d'ancien soit à l'aise dans le nouveau. Les tasses sont légèrement teintées contre les soucoupes. Pendant un instant, j'ai entendu nos voix plus jeunes dans le son. Nous avons ouvert le dossier du fond du Havre. J'ai fait passer les statuts tamponnées et le premier relevé de chèque. Elena avait maquetté un simple site web d'une page sur sa tablette. La bannière disait « Fond du Havre » avec une petite esquisse de phare que Gio avait dessinée sur un post-it jaune et scanné. Diane a tapoté une section intitulée « Appelez-nous » et a souri. Pas un portail, a-t-elle dit. Un numéro de téléphone qui sonne là où un humain répond. Nous avons lu le projet de dépliant à voix haute. Aide discrète pour les femmes âgées confrontées à des pressions financières de la part de leur famille. Microsubventions, consultation juridique, une ligne d'écoute tenue par des personnes qui écoutent. Gio a marqué un mot avec son crayon. Remplacer pression par coercition, a-t-elle dit. Nommons ce que c'est. Nous avons voté. 3 doigts levés, puis le mien. Un petit parlement de femmes qui ont porté des vies dans des sacs. Quand les affaires ont été terminées, nous avons laissé la pièce expirer. Elena a pris un biscuit et a raconté une histoire sur son mari qui apportait du thé au cinéma dans un thermos parce que les encas étaient trop chers. Diane a rappelé le jour où elle a marché dans une banque pour fermer un compte qui facturait à sa mère des frais chaque fois qu'elle respirait. Gio a avoué qu'elle s'était un jour entraînée à dire non dans le miroir pour que le mot lui vienne à la bouche quand elle en aurait besoin. J'ai regardé leur visage et j'ai senti le poids dans ma poitrine se déplacer vers la légèreté. Il y a des années, je croyais que je passerais cette partie de ma vie à me rétrécir dans les coins de pièces sans histoire. Maintenant, 3 femmes utilisaient ma table comme une rampe de lancement. La ville au-delà de la vitre entretenait sa conversation constante avec la nuit. La ville a allumé ses lampes, et l'appartement a recueilli la chaleur comme un foyer. J'ai rempli les tasses. La théière a versé avec un léger tremblement, comme elle l'avait toujours fait. Je pensais que je mourrais en silence, ai-je dit. Mais il s'avère que le silence peut être un commencement. Diane a hoché la tête, les yeux humides comme ils le deviennent quand la vérité atterrit sans fanfare. Elena s'est penchée et a serré mon poignet. Gio a levé sa tasse comme pour un toast. Nous avons porté notre thé sur le balcon et nous nous sommes tenus derrière la vitre parce que le vent avait des dents. Des lumières scintillaient le long de la ville. Un camion a klaxonné une longue note grave qui a vibré dans nos côtes.
Il nous faudra plus de chaises, a dit Diane. Pour les femmes qui viendront. Je les ai imaginées arrivant avec des enveloppes pleines d'avis et un regard qui dit qu'elles sont prêtes à l'incrédulité. J'ai imaginé le soulagement qui se propage quand quelqu'un croit la première fois. De retour à l'intérieur, nous avons rincé la vaisselle et l'avons empilée pour qu'elle sèche. Les tasses de Richard faisaient de petits clics de porcelaine en se posant. Elena a essuyé la table et l'a laissée plus vide qu'elle ne l'avait trouvée. Une gentillesse en tissu. Gio a scotché le projet de dépliant sur le réfrigérateur. Une bonne idée à sa place là où vit le lait, a-t-elle dit. Nous avons ri, et la pièce a semblé prendre une inspiration plus profonde. À la porte, Diane m'a serré dans ses bras assez forts pour stabiliser mes os. Ton foyer est solide, a-t-elle dit. Elena a pressé la boîte de biscuits dans mes mains pour demain. Gio a promis d'envoyer par email un procès-verbal qui se lirait comme un poème. Après que l'ascenseur s'est fermé, je suis restée silencieuse avec un plateau dans les mains, écoutant l'immeuble respirer. J'ai lavé les tasses, je les ai séchées et je les ai posées sur l'étagère à hauteur des yeux. Le motif bleu semblait moins délavé sous cette lumière. Dans le placard, la boîte blanche attendait avec son ruban fidèle. Je ne me sentais pas hantée par elle. Je me sentais accompagnée par ce qu'elle m'avait appris. J'ai éteint la lumière de la cuisine et j'ai laissé la pièce briller de ce qui restait. Ma vie n'est pas devenue plus bruyante ce soir. Elle est devenue plus profonde. Le concierge a appelé en premier. Madame Dubois, votre fils et sa femme sont dans le hall. Il demande à monter. J'ai regardé le visiophone. 2 silhouettes se tenaient près du bureau sous le haut plafond. Chloé tenait un sac brillant. Lucas se balançait d'un pied sur l'autre. Dites-leur s'il vous plaît que je ne reçois pas de visite, ai-je dit. S'il laisse quelque chose, gardez-le au bureau. J'ai raccroché et j'ai ouvert la porte du balcon. Du 14e étage, les lumières de la ville scintillaient. Des mouettes cousaient l'air en dessous. Ils sont sortis sur le trottoir et ont tendu le cou vers mes fenêtres comme s'ils pouvaient voir à travers le verre et les décisions. Le vent a soulevé mes cheveux, et j'ai dit la phrase que j'avais pratiquée dans le silence. La porte s'ouvre au respect, pas à la cupidité. Ils ont essayé l'interphone ensuite. La sonnerie a retenti dans mon couloir, une petite supplication mécanique. J'ai regardé la lumière clignoter et s'éteindre. Je n'ai pas répondu. Quand l'ascenseur est arrivé à mon étage par habitude, ses portes se sont ouvertes sur un couloir vide. Une petite pantomime de bienvenue. Je les ai laissées se refermer. Mon téléphone a sonné. Un texto de Lucas. Maman, on est en bas. Silty plate. Puis un autre. On veut s'excuser en personne. On t'aime. 5 minutes. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai posé ma paume sur le verrou. À travers le bois, j'ai senti mon pouce se stabiliser. J'ai pensé à la porte de la cuisine à la réception, à la façon dont le monde voulait que je devienne une architecture. Pas aujourd'hui. Le concierge a sonné à nouveau. Ils demandent gentiment, a-t-il dit. Ils disent qu'ils veulent juste parler. Je sais, ai-je répondu. Offrez-leur de l'eau. S'ils attendent, laissez-les attendre. J'ai marché jusqu'au fauteuil de Richard et je me suis assise face à l'entrée comme si la présence pouvait être un acte de choix. Les minutes se sont allongées. Sur l'écran, j'ai vu Lucas se pencher sur le bureau. Chloé a posé le sac comme un appât. Les portes du hall se sont ouvertes et fermées pour des coursiers et des voisins. Un résident a dû avoir pitié. La caméra a montré Lucas et Chloé se faufilant derrière l'invitation de quelqu'un. Ma sonnette s'est allumée. L'ascenseur est monté. Je me suis levée et j'ai traversé jusqu'à ma porte. Sur le paillasson intérieur, j'ai redressé les coins avec mon pied. J'ai entendu leur voix dans le couloir. Ada fees, urgence. Ils se sont arrêtés dehors. Lucas a frappé. 3 petits coups qu'ils s'entraînaient à faire à Halloween. Maman, a-t-il dit à travers le bois. C'est moi. La voix de Chloé a suivi. Vive. Hélène, on veut juste 5 minutes. On a apporté quelque chose pour toi. On peut le laisser si tu préfères. J'ai touché le laiton froid de la poignée, mais je ne l'ai pas tourné. Entre mes doigts et le couloir vivait tout ce que j'avais appris cette année. J'ai appuyé mon front contre le cadre et j'ai respiré 1 fois. 2 fois. Je pourrais rendre cela facile. J'avais rendu tout facile pendant si longtemps. Les muscles s'en souvenaient. J'ai reculé. S'il te plaît, a dit Lucas. Le mot a atterri lourdement, puis a roulé sous la porte et s'est posé à mes pieds. Levant les yeux, je n'ai rien ramassé. Pas aujourd'hui, ai-je dit, la voix calme comme un livre fermé. Quand vous serez prêt à me rendre visite sans ordre du jour, vous saurez comment frapper. Il y a eu une pause pendant laquelle j'ai senti qu'il reconnaissait la phrase comme une carte. Chloé a réessayé. On a un plan pour arranger ça. On peut refaire des photos, faire un dîner de famille, montrer à tout le monde. J'ai pressé le loquet juste assez pour faire cliquer le mécanisme, le son le plus doux qu'une serrure puisse faire. Arrête de gérer l'image, ai-je dit à travers la porte. Commence à dire la vérité. Puis je me suis éloignée. Nous nous tenions de part et d'autre de la ligne.
À l'intérieur, l'air de ma vie. Dehors, leur souffle embuant la peinture. Les doigts de Lucas ont effleuré le bois une fois. Plus un contact qu'un coup. D'accord, a-t-il dit enfin, et j'ai entendu le garçon apprendre à se tenir droit dans l'homme. Leurs pas se sont éloignés. L'ascenseur a sonné, les portes se sont ouvertes. Un petit vent a parcouru le couloir et a soulevé le bord de mon tapis. Je l'ai remis droit, doucement. Je suis retourné sur le balcon. Ils sont réapparus sur le trottoir, plus petits maintenant. Les visages tournés vers le haut, puis détournés. Le sac brillant se balançait au poignet de Chloé. Elle l'a posé sur un banc et l'a laissé là comme une pensée qu'elle ne voulait pas porter. La ville a continué de scintiller comme si rien ne s'était passé. Et exactement ce qui s'était passé à l'intérieur. J'ai écrit une ligne dans mon carnet. Aujourd'hui, j'ai gardé le seuil. J'ai glissé le livre sous la boîte blanche sur l'étagère du placard pour que les mots puissent reposer sous le ruban. Puis je me suis tenue dans l'embrasure de la porte du balcon, un pied sur la pierre, un sur le bois, et j'ai senti le cadre me tenir. Une maison, ce sont 1000 choix déguisés en charnière et en loquet. J'ai fermé la vitre doucement, et le clic a sonné comme une phrase terminée. Le soir s'est installé. La vitre est passée du clair au bleu. La ville au dehors est devenue une seule nappe sombre. J'ai fait bouillir de l'eau et j'ai sorti la tasse que je garde pour les nuits où la douleur sous les côtes veut de la compagnie. Le thé est un petit rituel. Chaleur, feuille et patience. Il donne aux mains quelque chose de bienveillant à faire. J'ai porté la tasse jusqu'au fauteuil de Richard et j'ai fait face à la fenêtre. Mon reflet y flottait. Une femme dans une belle pièce qui pouvait encore se sentir vide sur les bords. La solitude ne crie pas. Elle tape une fois, puis attend. J.L.A.I. Sentai Taper. Elle ne m'a pas demandé d'appeler qui que ce soit. Elle ne m'a pas demandé de bouger. Elle a seulement touché le dos de ma main avec un doigt frais. J'ai pensé au garçon qui demandait une histoire de plus. J'ai pensé à l'homme qu'il est devenu. Entraîné à l'ambition et maladroit avec l'attention. La boîte cadeau blanche sur l'étagère a gardé sa ligne argentée comme un horizon. L'interphone a sonné. Le visage de Diane est apparu avec Elena et Gio à ses côtés. Elle a fait un signe de la main. Elena portait un sac de course. Gio tenait un plat couvert. J'ai appuyé sur le bouton. Montez, ai-je dit. Quand elles ont atteint ma porte, le couloir sentait l'ail et le beurre. Diane m'a embrassé sur la joue comme si les 40 dernières années n'avaient été qu'un après-midi. On a apporté des renforts, a-t-elle dit. Tu connais Elena, voici Gio. Partenaire de bêtises. Les yeux d'Elena étaient bienveillants. Gio se tenait comme une enseignante à la retraite. Nous sommes entrés dans la cuisine et les trois se sont déplacés comme un trio rodé, ouvrant les tiroirs sans demander, trouvant des bols comme si elles avaient vécu ici depuis des années. Diane m'a tendu un couteau. Coupe ces tomates. A-t-elle dit. Épaisse, pas timide. Elena a fait fondre du beurre avec des oignons hachés. Gio a rincé la laitue et l'a mise dans un bol. J'ai souri au son de leur travail, le clic du gaz, le bruit sourd d'une cuillère contre la casserole. Diane a pressé du pain dans une poêle jusqu'à ce que le fromage se rende. Elena a remué la soupe jusqu'à ce qu'elle passe de liquide à velouté. Gio a coupé des pêches en tranches et les a saupoudrées de sucre et de citron. Dessert, a-t-elle dit. On honore le fruit avant qu'il n'oublie son été. Nous avons mangé sur l'îlot sous les suspensions. Soupe de tomates dans de grands bols. Croque-monsieur croustillant sur les bords. Une salade qui avait le goût des jardins. Diane a levé son verre d'eau. À Hélène, a-t-elle dit, qui a appris à dire non et à le faire sonner comme de la musique. J'ai senti mon visage chauffer. Aux amis, ai-je dit, qui arrivent avec le dîner et réparent la forme d'une pièce. Elles ont raconté des histoires. J'ai laissé ma colonne vertébrale se détendre. Le mari d'Elena avait été un mécanicien qui pouvait tout réparer sauf le temps. Elle portait sa bague sur une chaîne. Gio tenait une classe avec grâce et un sifflet. Diane a avoué qu'elle avait un jour scandalisé le comité de l'église en laissant la vente de gâteaux accepter les cartes. La miséricorde ne devrait pas exiger la monnaie exacte. Nous avons ri. The son of Polly Eller. Après que les assiettes ont été vides, Gio m'a regardé avec l'attention bienveillante que les femmes plus âgées donnent quand elles mesurent le temps qu'il fait dans vos yeux. Tu as fait une chose difficile, a-t-elle dit. Difficile ne veut pas dire mal. Difficile veut souvent dire correct. Elena a hoche latat. La gentillesse sans clôture invite les chèvres, a-t-elle dit, et Diane a failli recracher son eau. Nous avons fait la vaisselle. J'ai essuyé pendant qu'elle rinçait. Les mains travaillant côte à côte peuvent dire ce que les bouches craignent. Elena a séché le dernier bol et s'est appuyée sur le comptoir. Tu le sais, a-t-elle dit, mais ça aide de l'entendre. La famille peut être les gens qui ont appris ton rire au lieu des gens qui partagent ton nez. J'ai regardé les trois, manches relevées, cheveux détachés, visages éclairés par l'utilité, la douleur a reculé. Restez pour le thé, ai-je dit. Nous avons porté des tasses au salon et nous nous sommes tournés vers les fenêtres. La nuit s'étendait sur la ville comme une couette.
De petites lumières clignotaient le long des rues. Diane a replié ses pieds sous elle comme une adolescente. On devrait nommer ça, a-t-elle dit. 7 heures de femmes dans une pièce en hauteur qui disent la vérité. En faire une habitude. Gio a hoché la tête. Les veillées du jeudi, a-t-elle dit. Elena, à Surrey. Avec des croque-monsieur. Je leur ai parlé de la lettre que j'avais écrite et cachée dans la boîte blanche. Diane a demandé à la voir. Je l'ai posée entre nous. Elle a touché le ruban comme un violoniste teste une corde. Ce n'est pas une arme, a-t-elle dit. C'est une cloche. Ne la sonne que lorsque le respect entre. Elles sont parties vers 10 heures, promettant d'envoyer un texto quand elles atteindraient leur maison calme. La porte a cliqué. L'appartement a écouté. Je me suis tenue sur le balcon avec la vitre ouverte et la moustiquaire fermée. En bas, quelqu'un a ri. La nuit l'a porté jusqu'à moi comme un cadeau. J'ai murmuré, la famille, ce sont les gens qui vous gardent entier. J'ai senti la maison me tenir debout. Je l'ai laissé faire. La gratitude est arrivée, calme et solide. Je lui ai fait de la place. Je n'attendais pas un appel. J'ai été répondu par la présence. Les fenêtres sont devenues des miroirs. Mon reflet n'avait plus l'air seul. Il avait l'air accompagné. J'ai lavé les tasses et je les ai mises à sécher. J'ai écrit une ligne dans mon carnet. La famille choisie est venue dîner. La pièce s'en souvient. Puis je suis allée au fauteuil de Richard et je me suis assise. Le coussin a soupiré. J'ai soupiré en retour. La ville a gardé son conseil. Mon cœur a battu au même rythme. Je me suis réveillée avant le lever du soleil avec une phrase déjà formée, comme si la ville l'avait écrite sur mes côtes pendant la nuit. Ma douleur ne servira pas seulement à les payer. Elle deviendra un abri pour les autres. Le ciel devient cuivré sur les bords et s'assombrit vers le vin. Je porte mon thé sur le balcon et je sens le vent soulever une mèche de cheveux. La ville respire comme un animal calme and docile. La porte vitrée coulisse facilement. Cette maison sait comment s'ouvrir et comment tenir. Je pose mes avant-bras sur la balustrade, et la chaleur de la tasse réchauffe l'endroit où vit mon pouls. Les lumières s'allument le long des rues, une fenêtre à la fois, comme si la ville se souvenait de sa douceur. Derrière moi, le fauteuil de Richard attend à sa place, tourné vers l'est pour les matins et vers l'ouest pour les soirs, une charnière fidèle entre ce qui était et ce qui est. Sur l'étagère du placard, la boîte blanche est posée à côté du nouveau dossier du fond du Havre. Mémoire et mission, épaule contre épaule. Je pense aux femmes que nous rencontrerons. Les mains pleines de lettres et de frais de retard. Les yeux pleins d'excuses pour des choses qui n'ont jamais été de leur faute. La justice par le papier les rencontrera à une table. Et une bouilloire sera en marche. Mon téléphone se met à sonner depuis la cuisine. Le son se propage comme un caillou jeté sur l'eau. Je ne bouge pas. Un pigeon griffonne un paresseux chiffre 8. Un camion de livraison fredonne sa note grave. La lumière penche plus vers l'or que vers le rouge. La sonnerie s'arrête, puis recommence. Je lève la tasse et je regarde la vapeur s'élever comme une bénédiction. Les appels peuvent tourner autour de la pièce s'ils en ont besoin. Je ne suis pas une destination ce soir. Je prononce une phrase à voix haute parce que la dire m'a appris à vivre à l'intérieur d'elle. Parfois, la plus grande victoire pour une femme après une vie passée à être négligée n'est pas de crier. C'est de dire non. Les mots ne durcissent pas l'air. Ils l'adoucissent comme une bonne couture rapproche une couture déchirée. Je sens la vérité s'installer là où la peur siégeait autrefois. Le téléphone sonne une 3e fois et tombe dans le silence. J'imagine Lucas trouvant sa propre porte, la bonne, celle qui s'ouvre sans transaction. J'imagine Chloé apprenant la différence entre l'image et l'attention. L'horizon prend le soleil et garde la lueur. Je pose la tasse sur la petite table près de la chaise longue et je pose légèrement ma paume sur son bord. La caméra s'arrêterait ici s'il y avait une caméra. Une main stable sur une tasse ordinaire. La preuve que la paix n'est pas théâtrale. Derrière la vitre, l'appartement conserve sa forme avec des lampes basses et des comptoirs clairs. Les tasses de Richard sèchent sur l'égouttoir. Le motif bleu captant la dernière lumière. Sur le frigo, le dépliant de Gio attend les femmes. Sur le bloc-notes, une liste pour les appels de demain. Ma vie ne se penche plus vers l'extérieur pour obtenir une permission. Elle se tient sur ses propres pieds et laisse la gentillesse choisir sa direction. Je fais glisser la porte du balcon jusqu'à ce qu'elle rencontre le cadre et je la laisse juste avant le loquet. Une porte entr'ouverte est une limite et une invitation. Elle fait confiance au temps et se souvient du vent. J'ai de la place pour les deux. La ville s'assombrit jusqu'à devenir de l'encre. Les premières étoiles insistent pour être vues. Je lève à nouveau mon thé, je sirote et je laisse la chaleur écrire une petite ligne fidèle à travers moi. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Si cette histoire a touché votre cœur, pensez à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la cloche. Non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit en la gentillesse, la guérison et les secondes chances.